L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Jiro qui rentre chez lui après une énième bagarre. Son chien, Naki, lui demande ce qui ne va pas, et Jiro explique que les autres enfants se moquaient encore de lui, ils l'ont traité d'étrange chuchoteur d'animaux et ont dit qu'il était différent. Naki lui dit qu'être différent est en fait une belle chose car cela signifie qu'il a des talents qui lui sont uniques. Jiro ne comprend pas vraiment, mais Naki lui promet qu'il comprendra un jour. Des années plus tard, nous voyons que Jiro est maintenant un adolescent, des voyous l'affrontent et lui demandent s'il sait au moins à qui il s'attaque. Ils disent que leur Sanpei est le chef de la Ligue des démons et qu'il contrôle chaque centimètre de cet endroit. Jiro n'est pas du tout impressionné et se demande pourquoi il devrait s'en soucier, il les traite d'ailleurs de poseurs bons à rien qui se cachent derrière un encore plus grand crétin. Un type tente de l'attaquer pour avoir dit des insultes, mais il est stupéfait quand il ne parvient à frapper que la veste de Jiro riposte par un coup de pied qui envoie le type dans la rivière. Jiro explique qu'il a utilisé une technique de shinobi appelée du Tusami, il vient de faire passer le type pour un idiot, alors il dit aux voyous de reculer. Les voyous n'en croient pas leurs yeux et se demandent s'il est une sorte de ninja. Jiro propose de donner un avant-goût aux deux autres types, et il se réjouit de la correction qu'il va leur infliger, il les traite de pathétiques et se précipite sur eux. Les types se préparent furieusement à se battre, mais Jiro les envoie aussi dans la rivière. Finalement, ils s'enfuient tous pour sauver leur peau, et Jiro les traite de perte de temps. À ce moment-là, un oiseau et un chat remercient Jiro de les avoir aidés, ces voyous les terrorisaient, mais ils devraient aller bien maintenant. Ils sont toutefois un peu inquiets, car les voyous vont être vraiment en colère contre Jiro maintenant. Jiro dit qu'il a l'habitude, et l'oiseau fait remarquer qu'il a juste un regard qui déplaît aux gens. Notre héros est agacé par l'insulte et dit qu'il les verra plus tard. Jiro rentre chez lui, et son grand-père le gronde pour s'être encore battu, son grand-père est un shinobi, et il rappelle à Jiro qu'il ne lui a pas enseigné l'art du shinobi pour qu'il se comporte comme un voyou. Jiro dit avec colère que les shinobi sont inutiles et que son grand-père n'est qu'un dinosaure. Cela met grand-père en colère, alors il lance des projectiles sur notre héros, il sort ensuite le héritage de la famille Izuma, qui est un katana de shinobi. Il a été donné à leurs ancêtres par le shogun lui-même pendant la période Edo. Grand-père explique que c'est une lame très ancienne et honorable, il dit à Jiro de respecter ses racines et de se comporter en véritable Izuma. Jiro n'est pas impressionné et dit que la lame est probablement une contrefaçon inoffensive. Son grand-père lui propose de lui prouver le contraire en testant la lame sur la chair de Jiro, alors Jiro s'enfuit pour sauver sa vie. Alors que Jiro nettoie l'endroit, grand-père dit qu'il doit partir pour une réunion en ville, il dit à Jiro de ne pas oublier de fermer à clé, et Jiro est agacé d'être traité comme un petit enfant. À ce moment-là, l'oiseau de tout à le rappelle Jiro pour lui dire qu'un chat est en danger dans les bois. Jiro le suit et il est horrifié de trouver le chat tout battu, il demande à l'oiseau s'il le connaît, mais l'oiseau n'a jamais vu ce chat auparavant. L'oiseau dit que le chat est peut-être encore en vie, mais qu'il ne lui répond pas. Jiro peut voir que le petit est vraiment blessé, alors il décide qu'il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, l'esprit du chat semble être dans une autre dimension, dans l'obscurité, un groupe de voix interpelle un être nommé Rago. Il l'appelle l'étoile noire du destin, le dévoreur du soleil, et il le supplie de se réveiller et de leur prêter sa force. Rago leur dit de la fermer car il ne prend d'ordre de personne. Les voix décident que s'il refuse de les aider, c'est ici qu'il mourra. Le chat se réveille alors dans la chambre de Jiro. Jiro se présente et demande le nom du chat, mais le chat ne répond pas. Le chat détermine que Jiro doit être un idiot car un humain ne pourrait même pas le comprendre, il est toutefois stupéfait quand Jiro se fâche d'être traité d'idiot et menace de le battre. Le chat se cache sous le lit de Jiro, et Jiro lui dit de ne pas être un si grand peureux. Jiro sait que c'est la première conversation du chat avec un humain, alors il est sûr que c'est beaucoup à assimiler, il promet qu'il ne fera pas de mal au chat et lui dit de sortir. Le chat fixe Jiro et réalise qu'il ne détecte aucune énergie spectrale, cela confirme que Jiro est vraiment juste un humain. Jiro décide qu'il devra utiliser son arme secrète, mais le chat pense qu'on ne pourrait pas le déloger de sous le lit même avec un pied de biche. Jiro utilise simplement de la nourriture pour attirer le chat dehors, et il dit que c'était plutôt facile. Le chat dit que le chemin du cœur d'un homme passe par la nourriture, mais Jiro rit, il trouve assez drôle qu'un chat pense être un homme. Le chat devient furieux en disant qu'il n'est pas un chat, il se présente finalement comme Rago et révèle qu'il est un être immortel appelé Mononoke. Jiro n'en a jamais entendu parler, alors Rago explique que les gens ont plein de noms pour eux, mais tout ce qu'il doit savoir c'est qu'ils existent, la plupart du temps, ils prennent une forme humaine ou animale, donc le monde ne les remarque jamais, tandis que certains vivent seuls dans les montagnes ou au fond des bois. Jiro se demande alors comment un Mononoke, comme lui, a pu finir dans un si mauvais état. Rago se méfiait de Jiro au début, mais maintenant il réalise qu'il n'a vraiment aucune idée de tout cela. Rago explique qu'il a été attaqué par un autre Mononoke, Rago était dans un profond sommeil depuis longtemps quand il a soudainement été réveillé et encerclé. L'autre Mononoke a exigé son aide, mais Rago lui a dit de dégager, alors ils se sont ligués contre lui. Jiro se demande pourquoi il les a refusés alors qu'ils sont des Mononoke comme lui.
Rago explique qu'il déteste les types comme ça parce que ce sont des parasites qui se donnent des airs importants et cachent leurs faiblesses derrière la force des autres. Jiro est pris au dépourvu car c'est exactement ce qu'il ressent. Rago se demande quel est l'intérêt de raconter cette histoire car un humain comme Jiro ne croirait de toute façon pas un mot de ce qu'il dit. Jiro admet que rien de tout cela n'a beaucoup de sens pour lui, mais cela ne signifie pas qu'il ne le croit pas. Jiro fait remarquer qu'il peut parler aux animaux, donc il n'y a aucune raison pour qu'il panique à cause d'un mononoke. Ailleurs, une femme nommée Kishi fait son rapport à son quartier général, elle contacte son chef nommé Sheba et révèle qu'elle a trouvé du sang dans les bois. Elle est certaine que c'est Rago, et elle détecte un type d'énergie spectrale qui s'arrête exactement à cet endroit. Sheba pense qu'il est peut-être encore dans les parages, mais il dit à Kishi de se retirer pour qu'il puisse se regrouper avec l'équipe de recherche. Kishi obéit, même si elle pense qu'elle aurait pu gérer cela seule, elle disparaît, et nous voyons que quelqu'un la regardait. De retour chez Jiro, il est émerveillé de voir que Rago a déjà complètement guéri, cela montre clairement qu'il n'est vraiment pas un chat ordinaire. Rago réalise que Jiro ne l'avait pas complètement cru plus tôt, et Jiro admet qu'il n'a cru qu'à environ la moitié de ce que Rago a dit. Juste alors, Jiro se souvient des moments passés avec son vieux chien, Naki. Rago demande qui est Naki, alors Jiro explique que c'était le chien le plus grand, le plus fluffy et le plus attentionné qu'un garçon puisse souhaiter. Jiro repense à la façon dont il se faisait tout le temps harceler et rentrer couvert de boue et d'égratignures. Chaque fois que cela arrivait, Naki lui demandait de lui donner un bain. Elle lui disait que s'il frottait sa fourrure, elle ferait en sorte que toute la saleté de sa journée s'écoule aussi dans le drain. Elle disait toujours à Jiro qu'il avait le don d'aider, et elle voulait qu'il partage ce don avec les autres, elle appelait toujours cela son don unique. Rago semble réaliser quelque chose, et il s'apprête à dire quoi, mais Jiro l'interrompt pour rincer sa fourrure. Plus tard dans la nuit, Rago s'excuse auprès de Jiro pendant qu'il dort, il dit qu'il lui doit une fière chandelle, mais qu'il est temps pour lui de partir. Rago s'en va, mais il sent que même si ses blessures ont guéri, sa force n'est plus ce qu'elle était, cela pourrait être un problème majeur, alors il doit s'éloigner de cet endroit. Il est toutefois stupéfait quand Jiro apparaît derrière lui. Rago pensait qu'il dormait profondément, mais Jiro révèle que ce n'était que sa technique Kururami. Rago n'arrive pas à croire qu'il ait utilisé un truc aussi minable, mais Jiro fait remarquer que cela n'a pas d'importance, tout ce qu'il veut savoir, c'est où il pense aller dans son état actuel. Rago dit que l'endroit où il va ne le regarde pas, mais Jiro lui rappelle que c'est lui qui lui a sauvé la vie. Rago rétorque qu'il n'a jamais demandé d'aide, Jiro n'a aidé que parce qu'il le voulait, alors Rago lui dit d'arrêter son numéro de sauveur. Il révèle qu'il aurait très bien pu mourir là-bas. Cela contrarie Jiro, et il exige de savoir ce que cela signifie, il ne veut plus jamais l'entendre parler ainsi, mais Rago l'avertit de la fermer. Les choses deviennent vraiment intenses, alors Rago dit que s'il continue à parler, il transformera sa trachée en griffoir, il rappelle à Jiro qu'il est un mononoke, un spectre humanisé, et qu'ils viennent de mondes complètement différents. Il demande à Jiro de lui rendre service et de le laisser tranquille. À ce moment-là, un homme mystérieux apparaît et dit qu'ils ont l'air de bien s'amuser, il demande s'il peut se joindre à eux, et Rago réalise qu'un certain groupe est déjà à ses trousses. Jiro n'est pas du tout intimidé et traite l'intrus de crétin pour avoir débarqué chez les gens sans invitation, il prévient le type qu'il est vraiment en colère et lui dit de dégager. Le type le traite simplement d'humain et lui dit de se détendre, il dit qu'il va le dévorer en un rien de temps, et il transforme une partie de son bras. Il s'apprête à attaquer Jiro, mais Rago agit immédiatement, il sauve notre héros en s'enfuyant et en distrayant le type. Jiro se retrouve complètement seul, et il ne cesse de penser à ce que Rago a dit, il a dit qu'il venait de mondes différents et il a dit à Jiro de le laisser tranquille. Jiro essaie de reprendre son souffle après avoir failli perdre la vie, et il réalise ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, le type joue au chat et à la souris avec Rago et le nargue sur sa faiblesse. Rago pense qu'il n'a pas besoin de s'échapper complètement, il a juste besoin d'un peu de distance entre eux. Malheureusement, le type est beaucoup trop rapide et attrape facilement Rago. Il dit qu'il avait entendu dire que Rago était en mauvais état, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi pathétique, il n'arrive pas à croire que ce chat pitoyable devant lui soit le légendaire mononoke, Rago, l'étoile noire du destin. Rago est furieux, mais le type lui dit qu'il n'y a plus de discussion, il a un travail à faire, alors Rago va venir avec lui. Il explique qu'ils ont travaillé très dur pour briser le sceau qui emprisonnait Rago, et il préférerait ne pas avoir à tuer un camarade. Rago refuse d'être associé à eux parce que tout ce qui les intéresse, c'est d'obtenir son pouvoir, il dit au type que s'il veut son pouvoir à ce point, il n'a qu'à venir le chercher, mais seulement s'il est prêt à affronter sa mort. Le type dit que le seul à mourir, c'est Rago, et ils se précipitent l'un sur l'autre. À ce moment-là, Jiro sort de nulle part et tranche le bras du type avec son épée familiale. Rago n'arrive pas à y croire et traite Jiro d'idiot. Jiro rétorque que Rago est l'idiot parce que s'il meurt, alors Jiro l'a sauvé pour rien. Rago est pris au dépourvu, mais il fait remarquer que Jiro s'est embarqué dans une histoire qui le dépasse, ce n'est pas une petite bagarre de rue, c'est vraiment dangereux.
Jiro l'interrompt pour dire que sauver quelqu'un n'est jamais stupide, il déclare que quand il aide quelqu'un, il l'aide jusqu'au bout. Il fait remarquer que même s'il s'enfuyait, ce type viendrait ensuite s'en prendre à lui une fois qu'il en aurait fini avec Rago. Rago admet que Jiro est plus intelligent qu'il n'en a l'air, mais le type entame sa transformation complète. Le type est surpris car cette forme qu'il a prise ne semble pas du tout déstabiliser Jiro, il remarque également, d'après la posture de Jiro, qu'il doit être un shinobi. Il déclare qu'il prendra plaisir à mettre fin à ses jours, et il attaque notre héros. Rago s'inquiète pour lui, mais la bête réalise qu'elle n'a attaqué que les vêtements de Jiro. Jiro a utilisé la même technique qu'avant pour éviter l'attaque, mais la bête n'a pas fini. Elle frappe notre héros et enfonce ses griffes dans la poitrine de Jiro. La bête lui dit d'abandonner parce que résister ne fera qu'empirer les choses, elle est toutefois impressionnée quand Jiro parvient presque à lui trancher le bras, et elle dit que c'est une excellente contre-attaque digne d'un vrai shinobi. Elle applaudit Jiro, mais fait remarquer que sa vie touche à sa fin. Alors que l'obscurité commence à l'envahir, Rago s'approche de Jiro. La bête dit que Rago peut prendre Jiro car cela fait un moment qu'elle n'a pas fait son dernier repas, elle continue de tourner la situation à la légère, mais Rago est furieux. Il dit à la bête de la fermer, et il déclare qu'elle est morte. Rago se tourne ensuite vers Jiro et le traite de gamin égoïste, il fait remarquer qu'il n'a même pas traversé l'esprit de Jiro qu'il était parti pour son bien. Ensuite, Jiro l'a ignoré quand il l'a averti de ne pas se mêler de cela. Rago dit que si Jiro meurt, tout cela aura été pour rien, il admet qu'il pourrait simplement manger Jiro et retrouver son ancien lui-même. Cependant, il refuse de prendre des ordres d'un démon à moitié idiot et agaçant, c'est pourquoi Rago décide que Jiro va le manger à la place. Il commence à se briser lui-même, et il dit qu'il a une dernière chose à dire, il déclare qu'il doit une fière chandelle à Jiro, alors maintenant il va lui rendre l'appareil. La bête essaie de l'arrêter, mais il est trop tard, Rago déclare qu'il prend cette vie et la donne à Jiro. Une puissance massive s'écoule autour d'eux, et Rago dit à Jiro d'ouvrir les yeux. À proximité, Kishi voit ce qui se passe, et Sheba dit que les choses sont devenues un peu compliquées. Pendant ce temps, la bête est furieuse et se demande si Rago sait ce qu'il a fait, elle est dégoûtée que Rago ait transmis son pouvoir à un shinobi humain et abandonné ses compagnons Mononoke. À cet instant, Jiro reprend connaissance et se demande ce qui se passe, le pouvoir coule en lui, et l'énorme trou dans sa poitrine a été guéri. Il entend la voix de Rago, qui lui dit de ne pas en rester bouche bée, Jiro est stupéfait car Rago lui parle maintenant de l'intérieur de lui-même. Rago dit qu'il expliquera plus tard, mais pour l'instant il avertit Jiro de faire attention. La bête fonce sur lui, et Jiro doit esquiver toutes ses attaques. Le géant déclare que les deux vivent sur un temps emprunté, et il dit que ces idiots fusionnés sont à lui. Jiro continue d'esquiver et se demande ce que la bête a voulu dire quand elle a dit qu'ils étaient fusionnés. Rago lui dit de se concentrer car ils doivent d'abord tuer la bête. Jiro ne sait pas comment il est censé faire ça, mais Rago promet de lui donner un coup de main. La bête s'apprête à attaquer de nouveau, mais cette fois Jiro n'esquive pas, à la place, Rago lui dit qu'il n'a qu'à faire un point et envoyer cette bête en enfer. Jiro serre le point comme il l'a dit, mais ce n'est pas un point normal, tout le pouvoir autour de Jiro se rassemble, et l'attaque qu'il déclenche détruit complètement le monstre. Jiro réalise que quand Rago a dit qu'il lui donnerait un coup de main, il le pensait littéralement. Alors que la bête s'évanouit, Jiro exige de savoir ce qui se passe, il essaie de parler directement à Rago, mais il n'obtient pas de réponse. À ce moment-là, Kishi apparaît et dit à Jiro de ne pas bouger. Rago se demande qui est cette femme et quand elle est même arrivée. Sheba arrive ensuite, et il dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que cela arrive. Jiro est surpris car il craint que ces gens ne soient avec la bête. Sheba lui dit de ne pas être impoli, et il explique qu'ils ne sont pas des Mononoke. Les soldats autour de lui se révèlent, et Sheba explique qu'ils sont du bureau de l'espionnage. Jiro n'en a jamais entendu parler, alors Sheba dit qu'il le mettra au courant des détails plus tard, malheureusement, pour l'instant, il place Jiro en garde à vue. Jiro n'arrive pas à y croire et proteste qu'ils ne peuvent pas débarquer comme ça de nulle part. Kishi l'assomme simplement et dit qu'elle l'avait averti de rester tranquille. Sheba lui dit de se calmer, mais elle dit qu'elle a dû l'assommer, ce n'est que temporaire, et ils ne veulent pas que Jiro soit confus et agressif. Elle se demande ce qu'ils vont faire de Jiro, alors Sheba explique, pour l'instant, ils doivent emmener Jiro à leur hôpital affilié pour des soins et des tests, ils ne peuvent pas se permettre de le laisser mourir car il est très important à la fois pour eux et pour les Mononoke. Les soldats hésitent à prendre Jiro car ils savent qu'il est possédé. Ils ont peur de se faire mal, alors Kishi le traîne elle-même. Pendant ce temps, Jiro se retrouve dans un endroit étrange et il se demande où il est. Il se souvient avoir rencontré un chat bizarre et avoir combattu un ogre effrayant. Juste à ce moment, Rago apparaît, et Jiro se demande si le chat flottant est maintenant un esprit. Rago lui dit que c'est à lui de parler, car Jiro est celui qui a un énorme trou dans la poitrine. Jiro baisse les yeux et il est horrifié de voir que Rago a raison. Soudain, Jiro se réveille et il détermine que tout n'était qu'un rêve. Cependant, il réalise que ce n'est pas le cas lorsqu'il voit une cicatrice sur sa poitrine. Kishi arrive pour lui dire qu'il a dormi pendant 1 jour et demi. Jiro se demande où il est, mais Kishi appelle simplement le chef.
Jiro dit qu'elle est impolie de l'ignorer, et Rago se matérialise pour être d'accord avec lui. Jiro et Kishi sont tous deux stupéfaits lorsqu'ils voient que Rago est apparu. Sheba arrive devant la porte et il entend Kishi se disputer avec Jiro. Sheba les calme et dit qu'il est content que Jiro aille bien. Il demande comment Rago se sent, mais le chat s'assure qu'il sait qu'ils ne sont pas en bons termes. Il dit à Sheba de revenir lui demander après avoir appris les bonnes manières. Sheba pense que le chat se méfie clairement et qu'il ne semble pas vouloir de mal. Sheba s'excuse et se présente formellement, ainsi que Kishi. Ils sont du bureau de l'espionnage, et Jiro leur rappelle qu'ils ont promis de le mettre au courant plus tard. Sheba commence son explication en évoquant Doniwaban. C'était un groupe d'agents infiltrés qui travaillaient pour une organisation criminelle. Cependant, leur allégeance a fini par se tourner vers le nouveau gouvernement. Ils sont devenus le groupe d'élite d'agents gouvernementaux infiltrés connu sous le nom de bureau de l'espionnage. Ils sont impliqués dans le renseignement clandestin et le contre-espionnage partout dans le monde. En plus de cela, ils trouvent et détruisent les mononoques. Il admet cependant que les mononoques causent rarement des incidents majeurs. C'est pourquoi, récemment, leurs agents ont surtout protégé des VIP et enquêté sur des organisations dangereuses. Le département de Sheba se spécialise dans les mononoques, donc ils ont eu la vie assez facile. Cependant, ce n'est plus le cas récemment, car des choses étranges se produisent. Pas plus tard que l'autre jour, une de leurs installations a été attaquée par une bande de mononoques. Ce qu'ils y avaient scellé était précisément le même Rago qui vit maintenant à l'intérieur de Jiro. Jiro réalise que c'est ce que Rago voulait dire quand il parlait de son long sommeil, être retenu captif. C'est au tour de Sheba de poser des questions, donc il demande comment Jiro a fini par se retrouver dans ce pétrin. Jiro leur explique tout, et Kishi le traite d'idiot. D'abord, il a fourré son nez là où il ne fallait pas, puis il a décidé de risquer sa vie pour sauver un mononoke. Jiro se dispute avec elle, mais Sheba se demande seulement ce qu'il va écrire dans son rapport. Finalement, il dit que tout ce qui compte, c'est que Jiro a fusionné avec Rago. À moins qu'il ne fasse quelque chose, ils resteront fusionnés pour toujours. Malheureusement, il explique aussi qu'ils n'ont aucune idée de comment annuler cela. Sheba lui dit de ne pas s'inquiéter, cependant, parce qu'ils savent comment chercher la réponse. Comme ils ne savent pas ce que les autres mononoques préparent, ils emmènent Jiro pour sa protection. Jiro dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, mais Sheba lui dit qu'il n'a pas le choix. La police a déjà déposé le rapport de disparition, et Sheba a fait toutes les dispositions. Il explique qu'ils ne sont pas des héros, et qu'ils n'ont aucune obligation de préserver ses droits personnels. Dès demain matin, Jiro sera transporté vers une autre installation. Sheba s'apprête à partir et dit qu'il y a des gardes devant la porte pour sa protection. Jiro essaie de les arrêter, mais Kishi lui lance un regard méchant. Il se demande quel est son problème, mais elle part simplement. Plus tard, Jiro pense que les gardes sont en réalité juste des geôliers. Il est techniquement une personne disparue maintenant, et il pense à son grand-père. Rago rappelle à Jiro qu'il avait essayé de le prévenir de ne pas s'impliquer. Jiro ne veut pas se faire la leçon, mais Rago dit que ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit simplement qu'il est inutile de pleurer sur le lait renversé. Rago fait remarquer que Sheba a dit que tout cela était pour la protection de Jiro. Cependant, Sheba et son équipe sont aussi les mêmes personnes qui ont scellé Rago. On ne sait pas quelles sont leurs véritables motivations, mais ce ne sont certainement pas des amis pour Jiro. C'est particulièrement vrai maintenant que Jiro a fusionné avec le mononoke qu'est Rago. En plus de cela, il y a les mononoques qui sont venus après lui. Ils ont réveillé Rago en sachant parfaitement qu'ils auraient à faire face au bureau. Il est hors de question qu'ils abandonnent maintenant, donc ils pourraient surgir à tout moment. Rago dit à Jiro que, quelle que soit la façon dont on voit les choses, il est complètement seul. Tout le monde est soit en colère contre Jiro, soit essaie de l'utiliser. Rago est choqué lorsque Jiro perd son sang-froid. Jiro dit qu'il en a assez d'écouter les gens, et qu'il va juste faire ce qu'il veut. Il déclare qu'ils vont s'évader d'ici, et Rago suppose qu'ils vont devoir courir. Jiro dit qu'il ne va pas fuir car il prévoit de se frayer un chemin par la force. Il regarde dehors tous les oiseaux et il donne un avertissement à Rago. Il dit qu'il n'est pas le genre de personne à sauver la situation, mais Rago le sait déjà. Dehors, les gardes entendent un grand cri, alors ils vont vérifier Jiro. Jiro s'est fait des amis corbeaux, et il les utilise comme diversion. Son plan fonctionne parfaitement, et il s'échappe de l'hôpital. À proximité, Jiro remercie ses amis corbeaux, et ils disent que c'est le plus de plaisir qu'ils ont eu depuis des lustres. Jiro leur donne les friandises qu'il avait promises, et ils s'envolent joyeusement. Rago se demande quel est son plan maintenant, puisque les autres vont le chercher. Jiro n'est pas vraiment inquiet à ce sujet car il y a quelque chose qu'il doit faire d'abord. Il rentre chez lui car il ne veut pas que son grand-père entende parler du rapport de disparition. Il ne veut pas non plus que son grand-père s'inquiète, alors Rago dit que c'est un bon garçon. Cependant, Rago se demande ce qu'il va dire à son grand-père. Il pourrait essayer de lui dire la vérité, mais il ne la croira probablement pas. Jiro lui dit de ne pas sous-estimer son grand-père car il est sûr qu'il le croira. Il devra cependant rester calme, alors il dit à Rago de disparaître et de ne pas sortir avant qu'il le lui dise. Jiro se prépare,
mais il est choqué quand son grand-père arrive derrière lui. Il est visiblement contrarié que Jiro ait été absent si longtemps, alors Jiro dit qu'il a quelque chose de compliqué à expliquer. Étonnamment, son grand-père lui dit de le suivre sans dire un mot. Il emmène Jiro dans un champ, et Jiro se demande ce qu'ils font ici. Grand-père dit que c'est évident, ils sont ici parce que personne ne pourra interférer. De manière choquante, grand-père lui donne un coup de poing en pleine figure, et il demande à Jiro s'il a une idée de ce qu'il a fait. Jiro s'excuse d'être parti, mais son grand-père dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit que Sheba lui a tout raconté sur le fait qu'il est possédé par un mononoke, et Jiro est stupéfait. Jiro ne peut que se demander comment il sait, et son grand-père le traite d'idiot. Il révèle qu'il sait parce qu'il est un ancien membre du bureau de l'espionnage. Jiro est complètement sans voix, mais Rago s'en doutait. Il se révèle et dit que tout cela a du sens. Il trouvait étrange qu'un vieil homme soit si prêt à tuer. Grand-père est furieux contre Rago parce qu'il a possédé son propre sang. Il sait maintenant ce qu'il doit faire, alors il déclare qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il jure de prendre l'entière responsabilité de la grave erreur de son petit-fils. Jiro est choqué en voyant son grand-père déchaîner sa puissance. Grand-père déclare qu'il ne permettra pas au bureau ou au mononoke d'exploiter sa famille. C'est pourquoi il doit détruire Jiro et Rago. Ensuite, quand il aura fini, il mettra fin à ses propres jours. Jiro se demande s'il a perdu la tête, mais il n'y a pas de temps pour parler. Grand-père commence son attaque, et Jiro fait de son mieux pour rester à l'écart. Rago est immédiatement impressionné par le vieil homme, et il dit qu'il est impitoyable. Jiro n'attendait pas moins de son grand-père, mais il admet qu'il ne l'a jamais vu aussi en colère. Grand-père disparaît juste devant ses yeux, et il attaque notre héros avec une volée de coups de poing. Jiro subit d'importants dégâts et crache une grande quantité de sang. Grand-père explique que la famille Azuma a perfectionné ses voies de guerrier sur plusieurs générations. C'est un art mortel aussi bien pour l'homme que pour le mononoke. Il fait remarquer qu'il n'a eu que le temps d'enseigner les bases à Jiro, et que, comme moyen d'autodéfense, c'était suffisant. Cependant, maintenant il doit être celui qui détruit tout cela. Rago peut voir que les choses deviennent mortelles, alors il se demande s'il va devoir agir. Grand-père se prépare pour son attaque finale, et il trouve du réconfort en sachant que Jiro n'aura plus à souffrir. Sa mort sera rapide, alors grand-père charge. Son coup de poing mortel est sur le point d'atterrir, mais Rago parvient à le bloquer. Rago demande à Jiro pourquoi il ne bouge pas, et il se demande s'il veut mourir. Il fait remarquer que son grand-père essaie sérieusement de mettre fin à ses jours, et qu'il a presque réussi. Rago dit qu'il va l'aider, mais Jiro le réduit au silence. Jiro dit à Rago de dégager de son chemin, et il lui rappelle qu'il a dit de ne pas sortir avant qu'il ne le lui dise. Rago comprend l'idée, alors il dit juste à Jiro de faire ce qu'il veut. Grand-père pense à quel point Jiro est idiot, et nous avons un aperçu du passé. Un jour, Naki a dit urgemment à grand-père que Jiro avait des ennuis. Jiro était occupé à sauver un chat coincé dans un arbre, mais il est tombé. Grand-père est arrivé juste à temps pour l'attraper, et il a traité son petit-fils d'idiot. Il a grondé Jiro, et Jiro lui a dit qu'il devait sauver le chat. Grand-père a convenu qu'aider les autres est honorable, mais qu'il est important d'avoir aussi la force de le faire. Sans la bonne fortitude, Jiro était simplement imprudent. Il a dit à Jiro qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir, et qu'il n'était qu'à moitié un homme pour l'instant. Dans ce cas, Jiro devait demander de l'aide aux gens autour de lui. Jiro s'est demandé ce qu'il devait faire s'il n'y avait personne autour, alors son grand-père lui a dit qu'il devrait simplement abandonner. Le dernier message de grand-père était que Jiro devienne plus fort, tant dans son corps que dans son esprit. S'il pouvait faire cela, alors il n'y aurait aucun arbre qu'il ne pourrait pas grimper. En attendant, il doit faire attention à ne pas en faire trop. De retour dans le présent, grand-père prévient notre héros que ce n'est pas une séance d'entraînement. C'est une lutte de vie ou de mort pour atteindre leur fin. C'est simplement la façon du monde dans lequel Jiro est maintenant entré. Il prévient que Jiro finira par massacrer ses semblables, les mononoke, et même son ancien lui-même. Son corps et son âme seront souillés par le sang de ceux qu'il aura tués. Grand-père connaît bien cela parce que c'est le monde dans lequel il a vécu. Il explique qu'il s'est battu pour protéger Jiro afin qu'il n'ait jamais à mettre les pieds dans ce monde terrible. Juste à ce moment, Jiro s'excuse d'avoir été imprudent, mais il dit qu'il n'a aucun regret. Il s'est mêlé de ceux qui ne le regardaient pas, c'est pourquoi il doit trouver comment nettoyer ses propres dégâts. Grand-père le traite d'ignorant imbécile alors qu'il charge à nouveau. Rago s'inquiète pour notre héros, mais Jiro est étonnamment calme. Il s'excuse auprès du chat et lui dit de tenir un peu plus longtemps. Grand-père déchaîne son coup de poing féroce, et Jiro l'arrête étonnamment avec sa tête. Grand-père le domine et l'envoie voler dans les airs, mais Jiro ne se laisse pas tomber. Son visage est couvert de sang, et Jiro ne peut que se demander à quoi il pensait. Grand-père se demande la même chose, et il dit qu'il voit encore un homme à moitié fini devant lui. Jiro laisse échapper un rire car tout cela ne suffit toujours pas pour son grand-père. Il dit ensuite que, pour le meilleur ou pour le pire, il n'est plus seul. Il admet qu'il est encore à moitié un homme, et qu'il doit obtenir de l'aide des gens autour de lui. C'est pourquoi il va obtenir de l'aide de Rago.
Rago lui lance un regard comme s'il n'avait aucune idée de ce dont il parle, et les deux commencent à se disputer. Juste à ce moment, grand-père réalise quelque chose à propos de son petit-fils. Pour Jiro, les étiquettes d'humain, d'animal, et même de Mononoke sont sans importance. Ces étiquettes n'ont pas d'importance pour lui, et il les traite tous de la même manière. Grand-père laisse échapper un soupir parce que Jiro est toujours le même enfant têtu. Peu importe combien de fois il le prévient et peu importe à quel point il est blessé, grand-père détermine que Jiro ne changera jamais. Il déclare que Jiro gagne, et il se rend. Il détermine que la personne qui manque réellement de résolution est lui-même. Il dit à Jiro de faire ce qu'il veut, mais il lui rappelle qu'il reste un imbécile. Cette nuit-là, Jiro essaie de récupérer en prenant un bain. Il s'excuse auprès de Rago de l'avoir entraîné et d'avoir été égoïste. Rago dit que c'est bon, mais il rappelle à Jiro que tout le monde a ses limites. Il prévient notre héros de ne pas se précipiter frapper à la porte de la mort sans son aide. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne veut pas que Jiro perde sa vie à nouveau car alors il l'aurait sauvé la première fois pour rien. Il décide que, si les choses tournent mal, alors il donnera ses pouvoirs à Jiro. Jiro ne sait pas ce qui va arriver, mais il dit qu'au moins ils sont ensemble là-dedans. Il veut qu'ils essaient de s'entendre, et il appelle Rago son partenaire. Dehors, Sheba dit à grand-père qu'ils enverront quelqu'un chercher Jiro. Cependant, il admet qu'il a été soulagé quand il a appris que Jiro s'était échappé et était rentré chez lui. Grand-père se demande ce que cela signifie, et Sheba dit que c'est évident. Il explique que Jiro sera l'un des leurs, et qu'il est exactement le genre de personne dont ils ont besoin. Le lendemain matin, Jiro se prépare à être pris en charge par le bureau de l'espionnage. Il ne sait pas trop quoi emporter, et il décide qu'il ira bien tant qu'il aura des sous-vêtements. Rago se demande s'il en est vraiment sûr, car l'avenir est tellement incertain, il fait remarquer qu'ils ne savent pas ce que le bureau leur réserve, et que cela pourrait être la dernière fois que Jiro voit sa maison. Jiro est flatté que le chat soit si inquiet pour lui, mais Jiro dit que ce n'est pas ce qu'il veut dire, notre héros se contente de dire qu'avoir peur ne va pas les aider. Finalement, Kishi arrive pour les chercher, et Jiro est agacé de voir que c'est encore elle. Kishi explique qu'elle est désormais sa gardienne et sa chaperonne, c'est maintenant son travail de s'assurer qu'il ne s'échappe plus. Elle lui dit qu'il voyagera à l'arrière de leur fourgonnette, et qu'il est temps de partir. Jiro dit au revoir à son grand-père, et le vieil homme se contente de lui dire de ne pas aller perdre sa vie. Jiro lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et lui dit de bien faire attention à ne pas mourir pendant son absence. Les deux se sourient, et Jiro part avec Kishi. Pendant le trajet, Jiro n'est pas content de se retrouver menotté. Kishi ne pourrait pas être plus agacée par lui alors qu'elle se plaint d'être son escorte. Jiro trouve tout cela ridicule car ils l'ont enfermé comme un prisonnier. Kishi lui dit de la fermer car il est essentiellement un prisonnier, elle rappelle à Jiro qu'il n'est plus un humain, il est un monstre mi-humain, mi-mononoke. Elle dit que les mononoques sont les cibles principales du bureau, et Jiro ne fait pas exception. Elle admet ne pas comprendre ce que son chef pense, mais elle est une professionnelle, et elle prend son travail très au sérieux, si on lui assigne le devoir de garde du corps, elle remplira ses obligations quoi qu'on lui demande de protéger. Jiro n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait traitée de monstre, et il dit qu'il n'a été gentil avec elle que parce qu'elle est une fille. Kishi manque de lui arracher la tête d'un coup de poing, et elle explique qu'elle a deux choses qui l'irritent le plus au monde, premièrement, les mononoques, et deuxièmement, les misogynes. Jiro est les deux, donc elle dit qu'à ses yeux, ils n'existent même pas. À ce moment-là, Rago apparaît pour leur dire à tous les deux de se taire parce qu'il essayait de faire une sieste. Il dit qu'il est surpris qu'une petite fille soit censée les garder, il en déduit que le bureau doit vraiment manquer de personnel. Kishi le traite de sale mononoke et dit qu'il ne devrait même pas lui adresser la parole. Rago fait remarquer qu'il y a autre chose dont elle devrait s'inquiéter, mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Soudain, les conducteurs remarquent qu'il y a beaucoup de brouillard à l'extérieur, ils aperçoivent quelque chose au milieu de la route, et ils n'arrivent pas à croire à quel point c'est énorme. Brusquement, le conducteur cesse de parler car toute sa tête a été enlevée par un type. La fourgonnette s'écrase, et Jiro se demande ce qui se passe. Kishi sort pour enquêter, et elle ordonne à Jiro de rester là. Dehors, elle réalise que ce brouillard épais ne peut signifier qu'une chose, ils sont entrés dans une zone spectrale, et elle s'en veut de ne pas avoir vu cela venir. Juste alors, un type l'interpelle, et elle réalise immédiatement que ce sont des mononoques. Le grand est en train de manger l'un des conducteurs, et le petit se moque de Kishi. Il dit qu'il espérait de la viande succulente, mais les conducteurs ne sont même pas un apéritif décent, il était vraiment excité par cette mission, mais jusqu'à présent, c'est une déception. Il pensait que la gardienne serait au moins de bonne chère, mais elle s'est avérée être une petite femelle rachitique. Kishi en a assez entendu parce que ce type n'est qu'un autre misogyne, elle appuie sur un bouton de sa montre, et celle-ci revêt son uniforme. Le type dit qu'il va lui montrer ce qu'est un vrai mode de combat, et les deux mononoques se transforment. Kishi essaie de leur tirer dessus, mais ses balles ne font rien. Les deux bêtes l'attaquent en même temps, mais elle parvient à taillader le bras du grand. Kishi réalise qu'elle est en difficulté car elle affronte deux mononoques, et ils ont chacun des capacités uniques, le grand est très dense et se déplace lentement,
mais sa peau est dure comme la roche. Elle décide qu'elle devra d'abord éliminer le petit, malheureusement, il apparaît derrière elle et l'envoie valser. Juro se demande ce qui se passe. Rago explique que Kishi combat des Mononoke, il dit que pendant que Juro flirtait avec Kishi, il a senti qu'ils étaient entrés dans une zone spectrale. Il explique que la zone embrumée devient un amanti temporaire, un amanti est comme un monde séparé du royaume physique, c'est une dimension distincte de celle où existent les humains, et c'est le royaume des Mononoke. Juro est complètement perdu, mais il comprend que ce n'est pas bon. Il dit au chat d'enlever ses menottes, mais Rago dit qu'il ne peut pas car ce ne sont pas des menottes ordinaires, il explique qu'elles sont conçues pour bloquer l'énergie spectrale, et qu'il n'a pas assez de pouvoir pour les enlever. Juro est furieux, et il décide qu'il va sortir pour obliger Kishi à les enlever. Rago l'avertit que Juro ferait mieux de ne pas sortir, il dit que le bureau et les Mononoke pourraient bien être la même chose, car ils veulent tous les deux les utiliser. Pour tous ceux qui sont de l'autre côté de cette porte, Juro et Rago ne sont que des biens, c'est pourquoi ils n'ont aucune raison de s'impliquer avec leurs semblables. Il dit qu'il vaudrait mieux les laisser se battre, comme ça, ils pourraient s'entretuer, et lui et Juro pourraient s'échapper. Rago se demande si Juro suit, mais il s'avère que Juro s'en moque éperdument. Il explique qu'il ne s'agit pas du bureau ou des Mononoke, dans son esprit, il n'y a qu'une seule chose qui compte en ce moment, qu'il y a quelqu'un en danger dehors parce qu'elle se bat pour eux. Il dit qu'en tant qu'homme, il ne peut pas rester là à ne rien faire. À ce moment-là, Kishi esquive une puissante attaque de la grande bête, et celle-ci fracasse la fourgonnette. Notre héros en est éjecté, et Garo se moque de lui, il fait remarquer que Juro parlait juste d'être un dur, mais maintenant il tremble comme une feuille. Le Mononoke est content de voir le type qui est possédé par Rago, et il explique qu'on leur a dit de le prendre vivant, il n'a vraiment pas envie de se donner tout ce mal, alors il donne 2 choix à Juro, il a 10 secondes pour se rendre ou faire partie de son repas. Le type commence un décompte, et Kishi réalise qu'ils sont vraiment après Rago. Juste alors, Juro lui dit d'enlever ses menottes pour qu'il puisse les aider. Kishi refuse car il n'est pas question qu'elle libère un dégoûtant Mononoke. Ils sont obligés d'esquiver une attaque, et la bête leur dit qu'ils n'ont plus de temps, il dit que son décompte est terminé, donc tout le monde va être mangé. Juro supplie désespérément Kishi de surmonter ses aversions, sinon ils finiront tous les deux dans l'estomac de la bête. Il se demande si elle écoute, mais Kishi pense à autre chose, elle repense à son enfance, alors qu'elle avait seulement 5 ans. La vie de sa mère a été emportée par un Mononoke alors qu'elle était en service. Les domestiques plaignaient Kishi et se demandaient ce que le maître ferait de la lignée familiale, leur héritage était en danger car une fille comme Kishi ne pourrait jamais devenir la successeur. La jeune Kishi refusa d'accepter cela, alors elle parla à son père, elle lui promit qu'elle serait celle qui succéderait à leur clan. Elle étudierait, et elle s'entraînerait pour qu'un jour elle puisse rendre ses 2 parents fiers, Kishi jura qu'elle deviendrait une détective d'honneur et de compétence. De retour dans le présent, Juro ramène Kishi à la réalité, il lui rappelle ce qu'elle a dit plus tôt sur le fait qu'elle prenait son travail au sérieux, qu'elle remplissait ses obligations quoi qu'il arrive, et qu'elle faisait tout ce qu'il faut pour accomplir la mission. Le monstre s'apprête à les attaquer, et Juro lui rappelle qu'elle est une professionnelle. Avant que la bête ne puisse les frapper, les paroles de Juro parviennent à Kishi, elle retire les menottes et libère notre héros. Juro dit à Rago qu'il est temps, et Rago accepte d'en finir avec cette affaire. Rago alimente le poing de Juro en énergie, et il frappe le grand. Le plus petit est complètement stupéfait, mais il n'a pas beaucoup de temps non plus, Kishi apparaît derrière lui et le taillade. Les 2 Mononoke sont vaincus en quelques secondes, et Juro s'écrase du ciel. Rago le taquine pour avoir raté son atterrissage, et Juro fait remarquer qu'il n'a juste pas eu le temps de faire bien. Kishi dit froidement à Juro que, pour qu'il sache, il n'aura pas de merci de sa part. Juro rétorque qu'elle n'en aura pas non plus de lui, Kishi s'est battu pour les protéger, et ils se sont battus pour l'aider, à ses yeux, cela signifie qu'ils sont quittes. Juste alors, Juro est stupéfait lorsqu'elle dit qu'il peut utiliser son vrai nom, elle se présente formellement et lui dit de ne pas oublier son nom. Juro ne peut que se demander ce qu'ils vont faire maintenant, alors Kishi lui dit simplement qu'ils vont marcher. Pendant ce temps, Sheba fait un rapport aux supérieurs, il leur dit tout ce qu'ils savent sur Rago et Juro, mais il a aussi une proposition. En tant que chef de la division des opérations spéciales 2, il demande l'autorisation de créer une nouvelle escouade, il dirigera cette escouade, et il veut Juro comme l'un de ses détectives. Les supérieurs sont complètement stupéfaits, et ils se demandent si Sheba a perdu la tête, ils font remarquer que seul un dérangé voudrait faire d'un demi-Mononoke un agent secret. Sheba fait remarquer que Rago n'a encore montré aucune hostilité envers eux, en plus de cela, il semble coopérer avec Juro. Sheba fait également remarquer que l'ennemi est clairement après Rago, il dit qu'au lieu de condamner Rago à pourrir en captivité, il pourrait l'utiliser comme appât. Ailleurs, Juro demande à Kishi si elle et les autres agents se transforment lorsqu'ils se battent, Kishi explique qu'ils ne se transforment pas, ils changent simplement d'apparence par illusion. Leurs uniformes les identifient, donc ils ne peuvent pas vraiment se promener comme ça. De retour avec Sheba, les supérieurs notent que Juro vient d'une famille de ninjas, et ils se demandent s'il sera utile.
Sheba fait remarquer que tous leurs agents se sont entraînés récemment contre de molles humains, c'est pourquoi il croit que Juro a l'avantage. Il a toute confiance que le combat ne fera qu'aiguiser davantage les compétences de Juro. Tout ceci est l'idée de Sheba, donc il promet de prendre l'entière responsabilité de leur arme fraîchement forgée. Son plan est une petite unité expérimentale composée de 5 opérateurs, y compris lui-même. Elle inclura une fille nommée Anna comme son assistante et un autre recrue. Ce sera une force de frappe secrète anti-Mononoke portant le nom de code Black Torch. La présentation de Sheba au supérieur est terminée, et il se demande s'il a éveillé leur intérêt. Un peu plus tard, Juro réfléchit à tout ce qui s'est passé. En une seule semaine, il a rencontré un chat étrange qui s'est avéré être un Mononoke, puis il a rencontré un ogre géant qui a failli mettre fin à ses jours, et le chat l'a sauvé en fusionnant avec son corps, puis des agents secrets du gouvernement sont apparus. Il a eu sa pire dispute avec son grand-père, et ensuite il a été attaqué par encore plus de Mononoke. Juste alors, Sheba arrive pour lui demander s'il s'est habitué à sa nouvelle vie. Juro lui dit qu'il n'a pas besoin de le surveiller à chaque seconde de la journée car il n'a pas l'intention de s'enfuir. Il admet cependant que ce n'est pas vraiment une nouvelle vie, il a juste subi tous les tests médicaux du monde, et il n'a pas eu une minute à lui. Sheba explique qu'il s'assurait simplement qu'il n'y avait pas de menace pour le bureau et pour Juro. Juro change de sujet car il n'arrive toujours pas à comprendre quelque chose, il n'arrive pas à croire que cet endroit délabré soit sérieusement leur quartier général. Sheba dit que malheureusement, c'est la base de la division des opérations spéciales 2, chaque division a sa propre base d'opération, et en apparence, elle fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise, il y a des immeubles de bureaux, des usines, des hôpitaux, et même des bibliothèques et des sanctuaires. Malheureusement, il admet que les autres divisions sont bien plus jolies que ce qu'ils ont. Juro peut voir qu'ils ont connu des jours meilleurs, mais Sheba le corrige, il fait remarquer que Juro ne devrait plus dire « vous autres », car il fait maintenant partie d'eux, ils sont tous membres de Black Torch, mais Juro s'en moque. Il fait remarquer qu'il est juste là pour se protéger, il n'a jamais accepté d'être l'un de leurs subalternes, et il explique que le but de lui et Rago est que chacun d'eux vive libre, ils combattront qui ils doivent pour y parvenir. Juste alors, Anna arrive, et elle salue le chef, elle remarque Juro car on lui a beaucoup parlé de lui. Juro se demande qui est cette fille, alors Sheba explique qu'elle est l'une de ses rares subordonnées. Anna est la chef adjointe, et elle était occupée par une autre mission. Soudain, un type sort de la voiture et déplore qu'il soit déjà arrivé, il dit qu'il espérait passer un peu plus de temps de qualité avec Anna. Il propose de l'aider avec ses bagages puisqu'elle a eu la gentillesse de le conduire jusqu'ici. Juro n'arrive pas à croire à quel point ce type est poli alors qu'il dit qu'il ne supporterait pas de voir une jeune femme accablée par des tâches brutales. Juro se demande qui est ce type, et Sheba le surprend en disant que c'est le nouvel ami de Juro. Sheba explique à tout le monde qu'ils ont une autre recrue qui les rejoint, son nom est Régie, et il a 17 ans, comme les autres. Comme Kishi, il est issu d'une famille d'espions notables appelée le clan Kirahara. Sheba est sûr qu'ils apprécieront tous d'apprendre à se connaître, mais Juro traite Régie de gâté pourri. Quant à Kishi, elle dit à Sheba qu'elle suivra les ordres, mais qu'elle ne peut plus supporter d'autres fauteurs de troubles. Régie se présente alors poliment à elle, et il dit que sa réputation la précède, il a entendu parler d'une jeune femme ambitieuse et assez courageuse pour briser la tradition, qui s'efforce de devenir la nouvelle chef de sa famille, il dit qu'il n'avait jamais imaginé que cette femme soit si magnifique. Kishi est vraiment flatté, mais Juro peut dire que ce type essaie simplement de la charmer. Régie change alors complètement de ton en se tournant vers Juro, il révèle qu'il s'est renseigné sur lui, et maintenant il voit que Juro est encore pire en personne. Il n'arrive toujours pas à croire qu'un imbécile comme Juro ait réussi à se faufiler dans son unité, il suggère à Juro de simplement partir et de retourner dans sa cellule d'hôpital où il sera en sécurité. Juro n'hésite pas à faire face à ce type, et il lui dit de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur. Régie est d'accord et dit que l'honnêteté est toujours la meilleure des politiques. Juro se demande s'il dit qu'il veut se battre, et il appelle Régie, 4 yeux. Régie se demande ce que Juro ferait s'il cherchait un combat, et il le traite de « sous-merde de demi-monstre ». Les deux sont sur le point d'en venir aux mains, alors Anna panique, elle dit au chef que c'est grave et qu'ils doivent les arrêter. Malheureusement pour elle, Sheba dit que c'est le moment idéal. Contre toute attente, au lieu de les arrêter, Sheba dit aux gars de se battre. Tout le monde est confus, et Sheba leur dit de ne pas retenir leurs coups. Ils sortent tous pour le combat, et Anna les filme. Kishi ne peut s'empêcher de se demander si c'est une sorte de duel, Sheba explique que c'est un peu ça, mais aussi pour établir avec succès l'escouade. Il révèle que lorsqu'il a proposé son idée pour la nouvelle escouade, les supérieurs avaient des exigences, l'une d'elles était de prouver si Juro est réellement un atout pour le bureau. Le bureau connaît les possibilités du pouvoir de Rago, mais tout cela est sans signification si Juro et Rago ne peuvent pas coopérer avec eux. Kishi réalise que Sheba teste leur capacité d'agent, elle se plaint car elle a dû passer tout un mois de test. Sheba fait remarquer que chaque situation est différente, et déterminer la force de Juro est un bon début. Alors que les deux recrues se préparent à se battre, Anna leur dit de sourire pour la caméra. Avant que le combat ne commence, Rago se réveille de sa sieste.
Il fait remarquer que Régie n'a cessé de lancer des regards noirs à Juro depuis son arrivée. Juro interpelle Sheba, et il se demande pourquoi Régie a le droit d'utiliser une épée dans leur combat. Sheba explique que Régie est issue d'une longue lignée de maîtres épéistes, qui est une famille d'espions Kirahara. Il dit que si Juro pense que c'est injuste, il est le bienvenu pour utiliser sa propre épée. Juro déclare qu'il n'en aura pas besoin, mais Régie ne veut pas qu'il se retienne. Il sait que Juro n'a pas d'épée, mais qu'il a une arme. Il parle de l'acquisition récente de Juro, un mononoke. Juro dit que Rago n'est pas une arme, et que ce combat n'est de toute façon qu'entre deux. Il dit à Rago de s'assurer de rester en dehors de ce combat, alors Rago retourne se coucher. De manière surprenante, Régie lâche juste son épée, et Juro se demande ce qu'il fait. Régie explique qu'il donne un handicap à Juro. Il veut éviter que ce combat ne soit totalement ennuyeux, alors il se complique la tâche. Il dit que Juro peut attaquer quand il veut, et qu'il ne se retournera même pas. Il déclare qu'il fermera même les yeux, et Juro est vraiment agacé. Il peut voir que ce binoclard se moque de lui, alors il va vraiment prendre plaisir à lui donner une leçon. Il prend sa position de combat alors qu'il se prépare à effacer le sourire narquois de Régie. Il jure de faire voler ses lunettes à la gueule idiote de son visage digne d'être frappé. Il fonce sur Régie, et Anna est vraiment impressionnée. Elle peut voir que Juro attaque en plein vol pour que ses pas ne trahissent pas sa position. Malheureusement pour Juro, Sheba sait que cela ne fonctionnera pas. Il pense que seuls les épéistes de seconde zone recourent à la vue et au son. Les meilleurs, comme Régie, utilisent quelque chose comme un sixième sens. Régie le démontre en sentant l'approche de Juro, et il contrelance l'attaque de notre héros. Sheba explique que la perception de Régie est à 360 degrés, et qu'il n'a aucun angle mort. Juro a subi beaucoup de dégâts, alors les filles espèrent qu'il va bien. Régie dit que Sheba devrait arrêter le combat car Juro pourrait réellement perdre la vie s'il continue. Il continue de dire des méchancetés, mais Sheba fait remarquer que Juro est déjà de nouveau sur ses pieds. Juro explique qu'il n'a qu'une égratignure, et il déclare qu'il ne fait que s'échauffer. Il explique que son grand-père lui a inculqué des leçons depuis qu'il est tout petit. Comparé à cela, le combat à l'épée de Régie n'est rien. Régie est insulté car il fait remarquer que l'école d'escrime Kirahara n'est pas une plaisanterie. Il dit que c'est l'art pur de prendre des vies. C'est l'aboutissement de siècles de sacrifices, raffiné et poli dans le sang et le sang seul. Juro vient de traiter cela de blague, et cela mérite la perte de sa vie. Juro est vraiment excité et aimerait voir Régie essayer. Sheba dit à Anna de s'assurer qu'elle enregistre car ce sera la meilleure partie du combat. Juro charge, mais Kishi le traite d'idiot car il ne fait que demander à être repoussé. Régie est cependant stupéfait lorsque son épée se brise en morceaux. Il réalise que Juro visait sa lame depuis le début, mais il est trop tard. Juro porte un puissant coup de poing, et tout le monde est vraiment impressionné. Régie réalise que Juro a calculé sa distance de frappe au moment où il a balancé son épée. Cependant, il ne comprend toujours pas comment il a pu briser une épée en bois aussi facilement. Il se demande si Juro a synchronisé son poing et son tranchant pour qu'ils se rencontrent au moment précis, mais cela n'a aucun sens. Même si Juro pouvait faire cela, il serait impossible d'enchaîner avec une contre-attaque comme Juro l'a fait. La seule vraie réponse est qu'il a dû prédire son attaque. Avant même qu'ils ne s'affrontent, Juro avait planifié toute la séquence. Juro fait remarquer avec désinvolture qu'ils ont chacun un coup maintenant. En plus, Régie n'a plus son béquille, alors Juro se demande s'il veut vraiment continuer. Il propose de lui donner une boisson en brique s'il gagne, mais cela ne fait qu'énerver Régie. Régie est fatigué de son attitude enfantine, et il déclare que ce n'est que le début. Juro est excité pour continuer à se battre, alors ils se chargent à nouveau l'un l'autre. Kishi regarde, et elle se demande si cela va vraiment convaincre les supérieurs. Sheba pense que ce combat montrera au moins leur force et leur ténacité. Les gars échangent des coups, et Kishi se demande si la force et la ténacité sont vraiment ce qui intéresse les supérieurs. Anna apprécie vraiment le combat, cependant, car ce sont deux jeunes coqs qui laissent leur point parler. Bien plus tard, Régie reprend connaissance, et Juro lui demande s'il va bien. Régie remarque que tout le monde est parti, alors Juro explique qu'ils sont peut-être rentrés. Il n'en est pas sûr, cependant, car il vient aussi de se réveiller. Régie détermine que leur combat a dû être un match nul, mais il réalise que Juro s'est réveillé en premier, donc il gagne. Juro lui donne la boisson en brique qu'il avait promise, et Régie se demande si son cerveau dysfonctionne. Il ne comprend pas pourquoi Juro la lui donne, alors Juro le traite d'idiot. Il explique qu'il s'est laissé emporter. Il a réalisé pendant le combat que si Régie l'avait voulu, il aurait pu mettre fin à sa vie avec ce premier coup. De plus, son astuce n'a fonctionné que contre la deuxième attaque de Régie parce qu'il avait une épée en bois. Juro concède la défaite cette fois-ci, et il félicite Régie. Régie admet qu'il a peut-être eu tort de penser que Juro était enfantin, mais ensuite il ouvre la boisson. Elle lui gicle au visage, et Juro ne pourrait être plus heureux que son tour ait fonctionné. Il explique qu'il a secoué la canette comme un fou pendant que Régie était dans les vapes. Il dit à Régie que c'est ce qu'il mérite pour se croire si malin. Régie lui lance la canette, et il continue à se chamailler. À l'intérieur,
Anna se demande si ce combat va vraiment convaincre les supérieurs. Sheba lui dit de ne pas s'inquiéter car cela n'a jamais été destiné à convaincre qui que ce soit. Il explique que le vrai test aura lieu demain sur le terrain, lorsqu'ils apprendront leur véritable capacité à travailler en équipe. Anna n'arrive pas à croire qu'il les envoie déjà en mission car elle pense que c'est bien trop tôt. Sheba fait remarquer qu'il n'y a pas de meilleure expérience que la vraie vie. Anna se demande ce qu'ils vont faire car les supérieurs ne leur ont pas envoyé de nouvelles missions. Sheba dit simplement qu'ils trouveront par eux-mêmes. Il en a déjà une en tête, et si tout se passe bien, ils pourraient révéler l'identité de leur véritable ennemi. C'est une mission importante que seuls peuvent accomplir. Le lendemain, on voit que nos héros sont tous équipés pour la mission. Sheba dit à Juro d'appuyer et de maintenir le bouton sur son poignet, et Juro est stupéfait lorsque cela change ses vêtements. Sheba explique que le bouton active le mode de camouflage quantique. Il les déguise en tenue civile personnalisée. S'ils appuient 2 fois sur le même bouton, cela active le mode furtif. Cela les rend semi-transparents les uns pour les autres et complètement invisibles pour tous les autres. L'inconvénient est que le mode camouflage réduit considérablement l'efficacité de leur équipement d'espionnage. Il est temps d'y aller, alors Sheba souhaite la bienvenue aux gars pour la mission inaugurale de Black Torch. Ils se rendent dans un sanctuaire, et ils disent tous une prière. Notre héros ne peut s'empêcher de se demander quel est le rapport avec la mission. Sheba dit qu'ils doivent d'abord se purger de tous les esprits malveillants. Kishi est sûr qu'il plaisante, et Reggie a une idée de ce qui se passe réellement. Il détermine que le sanctuaire doit être l'une des nombreuses installations du bureau. Sheba est très impressionné car Reggie a raison. Il se dirige vers le bureau du sanctuaire, et Juro remarque un mystérieux personnage en chemin. Sheba parle à un agent stationné au sanctuaire, mais l'agent est contrarié. Sheba n'a pas pris rendez-vous, et ils sont occupés par autre chose. L'escouade SOD1 est déjà là, et la double réservation d'escouade est un énorme problème. Juro est confus, alors Kishi explique que SOD1 est l'abréviation de Special Operations Division 1. Le bureau de l'espionnage est dirigé par le directeur, qui est responsable des chefs et de leurs différentes divisions. La division 1 est le fleuron, donc ils ont le plus d'agents et le plus de pouvoir. Reggie dit que cela signifie qu'ils sont l'exact opposé de leur deuxième division. Juste à ce moment, l'agent les laisse entrer, mais il dit qu'ils n'ont que 15 minutes. Nos héros se demandent ce qu'ils font ici, alors Sheba explique que ce qu'ils recherchent se trouve en dessous. Ils descendent un escalier caché, et Juro le compare à une forteresse secrète de ninja. Lorsqu'ils arrivent à un coffre-fort, Kishi est choqué lorsqu'elle réalise où ils sont. Sheba explique que juste devant se trouve ce qu'on appelle le 7e sanctuaire de scellement. Tout ce à quoi ils sont confrontés maintenant peut être retracé jusqu'à cet endroit précis. Il révèle que c'est aussi l'endroit où Rago a été scellé. Sheba explique qu'il est entièrement fait d'obsidienne de mort. L'obsidienne de mort est une sorte de roche rare qui maîtrise l'énergie spectrale. Il existe d'autres sanctuaires de scellement faits de la même matière, mais aucun n'est aussi massif. Il est temps de commencer, alors Sheba explique ce qui se passe. Ils mèneront une enquête pour essayer de découvrir qui a fait sortir Rago de cette installation. Il dit que lui et Kishi interrogeront des témoins potentiels à l'extérieur. Reggie et Juro resteront ici pour voir ce qu'ils peuvent apprendre de Rago lui-même sur ce qui s'est passé ce jour-là. Reggie dit qu'il préférerait travailler avec Kishi à la place, mais Sheba l'ignore simplement. À l'extérieur, Kishi se demande si cela ira bien de laisser les deux gars ensemble. Sheba dit qu'il pense que les choses se passeront mieux s'ils laissent simplement Juro et Reggie régler leur compte par eux-mêmes. En bas, Rago dit que regarder ce gros caillou le rend malade. Juro se demande pourquoi il a été scellé dans ce truc de toute façon, mais Rago lui-même ne le sait pas. Juro suppose que c'est quelque chose dont il ne veut tout simplement pas parler, mais Rago dit qu'il ne s'en souvient vraiment pas. Il ne sait pas où il était ni ce qu'il faisait avant d'être scellé. Juro pense qu'il ment, alors ils commencent à se disputer. Reggie les interrompt car l'amnésie n'est pas si farfelue. Il a vu des mononoques qui ont été scellés longtemps revenir perdus et n'être que l'ombre d'eux-mêmes. Il explique que lorsqu'un mononoque est scellé, il est forcé de posséder un autre objet. L'acte de possession nécessite toute son énergie totale, au point qu'un mononoque est incapable d'annuler le sort par lui-même. Dans des circonstances normales, les mononoques possèdent et résident dans des êtres vivants. Cependant, les scellés les forcent à entrer dans un objet inanimé. Pour le mononoque, posséder de tels objets équivaut à un emprisonnement éternel. De plus, si cet objet inanimé est de l'obsidienne de mort, c'est un enfer vivant. Ils sont incapables de bouger un muscle, et ils restent dans l'obscurité totale tandis que leur énergie spectrale diminue. Cela peut durer des siècles, et même les mononoques ne peuvent pas en sortir sans problème. Reggie ne peut pas dire combien de temps Rago a été emprisonné, mais il a eu de la chance de s'en sortir avec seulement de l'amnésie. Se concentrer sur le passé ne les aidera pas, alors il demande à Rago de leur dire ce qui s'est passé le jour où il a été libéré. Avec les autres, un gardien explique que toutes les caméras de sécurité ont été affectées par quelque chose le jour de l'évasion de Rago. Tout est complètement normal, sauf pendant 10 minutes où on ne voit rien. Le système électrique n'a montré aucune anomalie, donc il devait s'agir d'une barrière spectrale. 2 gardes ont entendu quelque chose cette nuit-là, mais ils n'ont jamais trouvé ce qui avait causé le bruit. Ensuite,
Sheba admet qu'ils n'ont pas trouvé de nouvelles pistes, mais que cette scène de crime lui donne d'étranges impressions. En bas, Rago explique ce dont il se souvient. Il a senti le froid de la pierre et il a senti l'air moisi. Puis une faible lumière est apparue, accompagnée de plusieurs auras spectrales distinctes. C'est alors qu'il a vu des mononoques l'entourer et une étrange dalle émettant de la lumière dans l'obscurité. Il y avait une image dessus, et la personne a dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Rago. Régis détermine que c'était une tablette, et la personne parlant à travers était probablement le meneur. La personne a dit à Rago que les temps avaient changé depuis son absence. Les mononoques ont lutté pour survivre, mais l'avenir est encore incertain. Ce type était celui qui a demandé à Rago de s'éveiller de son sommeil afin qu'il puisse leur prêter son pouvoir. Il a dit que son espoir était de retrouver leur dignité en tant que mononoques. Il a dit qu'il voulait montrer leur pouvoir de mononoques à tous ces humains pathétiques. Plus que cela, il veut le montrer au bureau de l'espionnage, leurs ennemis mortels. Rago explique qu'il leur a dit de dégager. Dès qu'il a disparu, il a saisi sa chance et s'est échappé. Régis n'arrive pas à le croire, alors Rago dit qu'il est comme le reste des gens qui sous-estiment son pouvoir. Juro est déçu car ils sont de retour à la case départ. Mais Régis fait remarquer qu'ils ont appris 3 informations importantes. D'abord, ils ont appris que le groupe qui a libéré Rago sait comment briser le sceau. Deuxièmement, le type sur la tablette devait connaître Rago avant qu'il ne soit scellé. Troisièmement, ils ont appris que leur ennemi a un objectif très clair, ils veulent se venger de l'humanité et du bureau de l'espionnage. À ce moment, Juro s'arrête car il n'arrive pas à comprendre tout cela. Cependant, il dit que grâce à Régis, il commence à comprendre certaines choses. Il a fini par fusionner avec Rago, et l'ennemi sait comment annuler cela. Rago a de l'amnésie, mais maintenant ils savent que l'ennemi connaissait Rago bien avant tout cela. Juro déclare qu'il sait exactement quoi faire, et il nettoiera ses propres dégâts. Tout ce qu'il a à faire, c'est de frapper à mort quiconque se mettra sur son chemin. Même s'ils ne viennent pas vers lui, il les traquera et les mettra KO. Ainsi, ils pourront leur dire tout ce qu'ils doivent savoir, et tous leurs problèmes seront résolus. Juro dit que son plan est parfait, et Régis dit qu'il est impressionné. Cependant, par impressionné, il veut dire que Juro est un idiot complet. La raison entière de leur enquête est qu'ils ne savent pas qui poursuivre. Ils se disputent comme des fous, mais ils sont interrompus par le mystérieux personnage que Juro avait vu plus tôt. Ce type dit qu'il attend depuis longtemps, et qu'il était impatient de voir Rago. Il laisse tomber sa barre chocolatée et apparaît immédiatement à côté de nos héros. Les gars l'attaquent instantanément, mais il esquive en une fraction de seconde. Il traite nos héros de punaises, et dit qu'il ne les laissera pas gâcher ses retrouvailles spéciales. Rago fait remarquer à quel point ce type est dangereux, alors il dit à Juro de faire attention. Juro fait remarquer que ce type est un mononoque, donc il avait raison de dire qu'il se montrerait. Régis admet que c'est une piste prometteuse, alors il dit à Juro de se préparer au combat. Nos héros retirent leur camouflage, et Rago dit qu'il est temps de tout casser. À l'extérieur, Kishi est horrifié car l'entrée de l'endroit où se trouvent les gars a été bloquée. Ils sont tenus à l'écart par une puissante barrière, alors Sheba dit qu'ils ont été piégés. Kishi dit avec urgence qu'ils doivent faire quelque chose car les gars sont en grave danger. Juste à ce moment, quelqu'un arrive pour demander ce qui se passe. Sheba dit qu'il ne s'attendait pas à ce que cette personne leur fasse l'honneur de sa présence, et il explique que c'est la chef de la spéciale opération Division 1. Son nom est Kazumi, et Sheba n'arrive pas à croire ce qui arrive. Il voulait juste que les choses se passent bien, mais cela s'avère être une sacrée première mission. De retour à l'intérieur, le type se présente comme Koga, le futur seigneur des mononoques. Pour accomplir son objectif, il aura besoin d'une décharge de puissance, c'est pourquoi il déclare que Rago sera à lui. Régis veut obtenir des informations de sa part, alors il se demande pourquoi il veut Rago. Koga traite ces humains d'idiots et explique que Rago est unique en son genre. Il fait remarquer que les mononoques ne sont pas aussi fragiles que les humains. Ils sont presque immortels, mais leurs vies prendront fin s'ils sont coupés en morceaux. Pour aggraver encore leur situation, leur esprit spectral s'affaiblit sans nourriture. Cependant, Koga révèle que Rago est différent. Rago est pratiquement un générateur d'énergie spirituelle, avec ou sans nourriture. Il a le genre de pouvoir qui ferait de Koga un véritable immortel. Koga dit qu'avec Rago, il serait imbattable et qu'il deviendrait enfin le summum des mononoques. Juro est prêt à affronter ce type, mais Régis lui dit de faire attention car ils ne savent pas qui le soutient. Régis est stupéfait lorsque Koga se déplace à grande vitesse pour lui donner un coup de genou dans la poitrine. Koga dit que Régis ne lui sert à rien, alors il l'éloigne d'un coup de pied. Il met ensuite Juro à terre et le traite d'ennuyeux. Il dit que Juro n'est que le vide ordure de Rago et qu'il doit rester tranquille. Rago s'inquiète pour notre héros, mais Kago dit qu'ils peuvent enfin discuter tranquillement tous les deux. Il promet de libérer Rago du contrôle de Juro pour qu'il ne fasse plus qu'un. Koga déclare qu'ils seront imbattables et qu'ils deviendront les dirigeants des mononoques. Rago l'interrompt pour lui faire remarquer que tout cela ne l'intéresse pas. Il n'est la propriété de personne et dit à Koga d'essayer de devenir roi par lui-même. Koga se met en colère car il essaie de faire cela pour eux deux. À ce moment-là, Juro dit qu'il est énervant et attrape la jambe de Koga.
Il lui dit d'arrêter de se plaindre, puis appelle Régie à l'attaque. Régie parvient à infliger des dégâts avec une attaque spéciale, et Juro est impressionné. Il demande ce que c'était, et Régie explique que c'était une sorte de supernova tranchante. C'est une attaque puissante, mais Régie est inquiet car elle était censée couper Koga en deux. Il est clair que Koga est dangereux et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Leur équipe mettra trop de temps à descendre ici, alors Régie dit qu'il compte sur Juro. Koga leur dit de se taire encore et encore, et il dit que c'est pour cela qu'il déteste les humains. Les humains sont des faibles, mais ils pensent être coriaces juste parce qu'ils sont plus nombreux que les mononoques. La colère monte en lui et il déclare que la récréation est terminée. Il dit qu'il mettra fin à la vie de Régie, mais que Juro vivra. Cependant, il enlèvera tous les membres de Juro pour pouvoir l'utiliser afin de porter Rago. Avant cela, il dit qu'il leur fera comprendre que les mononoques règnent en maître. Koga utilise alors son sang pour créer son épée géante. Dehors, le second de Kazumi, nommé Takeda, analyse le sceau sur l'entrée. Il est assez puissant, donc il lui faudra un certain temps pour le briser. Kishi est très inquiète pour les gars, alors elle aimerait t'aider. Takeda lui donne un pieu et lui dit de le planter à un endroit précis. Pendant ce temps, Kazumi accuse Sheba de les utiliser comme renfort. Elle suppose que Sheba n'est venu ici que parce qu'il savait qu'elle serait là aussi. Sheba ne peut pas le nier et explique que c'est la première mission de son nouveau. Il dit qu'il ne serait pas un bon leader s'il ne se préparait pas au pire. Elle fait remarquer qu'il a l'air plutôt détendu dans cette situation, alors il explique qu'il a confiance en son équipe et confiance en elle. En bas, Koga déchaîne sa première attaque, qui sépare Juro et Régie. Koga traque Régie et détruit immédiatement son épée. Son attaque suivante écrase les entrailles de Régie, et Koga se prépare à mettre fin à ses jours. Juro surgit de nulle part pour l'arrêter, mais Koga bloque facilement son attaque. Koga est agacé de voir que c'est le mieux que Juro puisse faire. Il fait remarquer que Juro possède toute la puissance de Rago et qu'il la gaspille. Il évacue sa frustration en frappant Juro au visage et en l'envoyant voler. Koga plaint Rago car son pouvoir est gaspillé sur un humain faible. Il promet de l'arracher à Juro, mais Juro lui dit de se taire. Il en a assez entendu et fait remarquer qu'ils ne sont pas des objets à utiliser. Il en a marre d'entendre parler des humains et des mononoques car les étiquettes ne l'intéressent pas. Juro demande si Rago est d'accord avec lui, et le chat accepte à contre-cœur. Il fait remarquer que Juro dit toujours des bêtises, mais que cette fois-ci, il a tout à fait raison. Kogo l'énerve plus que quiconque, alors lui et Juro unissent leurs forces. Ils renforcent le point de Juro, et Juro libère l'attaque puissante. Régie est stupéfait car leur énergie combinée fait tant de dégâts. Malheureusement, Koga est un fou furieux et il rit au nez de leur visage. Il est en fait vraiment excité car c'était le genre de pouvoir qu'il voulait voir. Il désire Rago plus que jamais, alors il se prépare à charger à nouveau. À ce moment-là, ils entendent tous quelque chose, et Koga réalise que quelqu'un vient de briser sa barrière. Il manque également de nourriture, il ne pourra donc pas affronter trop d'ennemis. Il décide qu'il doit partir, alors il ouvre un portail. Juro se demande s'il fuit, mais Koga dit qu'il rentre juste chez lui. Il explique que s'il était obligé de mettre fin à la vie de Juro maintenant, il ne pourrait pas récupérer Rago. Koga dit qu'il laissera Juro vivre un peu plus longtemps, mais que la prochaine fois, il lui enlèvera tous ses membres. Il promet de faire de Rago le sien et dit à Juro d'attendre et de voir. Il demande quel est le nom de Juro, et Juro n'arrive pas à croire qu'il ne le demande que maintenant. Juro donne son nom complet, et Koga n'en revient pas. Son nom de famille est Azuma, ce qui signifie que Juro est le fils d'un certain type qu'il connaît. Juro se demande ce qu'il veut dire, mais Koga ne donne aucune réponse. Il part simplement sans dire un mot, et les autres arrivent enfin. Dehors, Kazumi fait remarquer que beaucoup de dégâts ont été causés à cause de Sheba et de son équipe. Sheba est prêt à accepter toutes les conséquences, mais il dit que ces nouvelles recrues méritent des éloges. Juro et Régie ont vraiment bien résisté face à un mononoke sérieusement puissant. Kazumi s'en moque et s'en va, mais dans l'esprit de Sheba, les recrues reçoivent une note de passage. Régie dit alors à Sheba qu'il s'en sort bien, mais il sait que sa vie aurait pris fin s'il ne portait pas cet uniforme. Sheba lui dit de ne pas être trop dur avec lui-même, mais Régie n'y peut rien. Il était complètement désespéré face à Koga, alors il déclare qu'il doit devenir plus fort. Kishi pense aussi à quel point elle a été inutile car elle n'a même pas pu briser la barrière. Pendant ce temps, Juro ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Koga connaissait son père. Son grand-père est le seul père qu'il ait jamais connu, et Naki a toujours été sa seule mère. Il dit qu'ils sont sa vraie famille, et que cela a toujours été ainsi. Juro veut cependant des réponses, alors il dit qu'il accepte formellement de rejoindre leur équipe. Juro fait remarquer qu'il l'était déjà, mais Juro veut dire qu'il a réellement l'impression de vouloir être ici. Sheba est heureux de l'entendre car c'est très important. Il dit qu'ils devront travailler en équipe, mais qu'ils sont aussi tous différents. Il explique qu'ils ont chacun leur propre motivation et qu'ils doivent les accepter. Plus tard, après avoir été réprimandé par les supérieurs, Sheba dit qu'il est temps pour une nouvelle mission. Aujourd'hui, ils s'entraîneront, et Sheba dit qu'il a amené une invitée spéciale. À ce moment-là, une fille rit comme une folle et rate son entrée en s'écrasant contre le sol.
Sheba dit qu'elle s'appelle Fuyo et qu'elle est un mononoke. Habituellement, le bureau traque les mononoques pour les éliminer, mais il collabore avec ceux qui sont amicaux. Fuyo remarque le légendaire Rago et dit que c'est un mignon petit animal. Rago la provoque en la traitant de minuscule, alors elle le traite de sale errant. Après leur dispute, Sheba dit qu'il est temps pour un entraînement de suppression des forces surnaturelles. Juro ne comprend pas du tout ce que cela signifie, alors Sheba explique. Il dit qu'il est plus sûr de s'entraîner dans un environnement contrôlé avant de devoir faire face à la réalité dans le monde réel. Il révèle que Fuyo est capable d'utiliser l'hypnose et les hallucinations, elle va donc créer un environnement pour qu'il s'entraîne. Sheba lui dit de commencer, alors elle utilise son pouvoir sur nos héros. Alors qu'ils sont enveloppés par son sort, Sheba leur dit que leur objectif est simple. Tout ce qu'ils auront à faire est de se libérer et de revenir sains et saufs. Anna se demande s'ils iront vraiment bien car Sheba ne leur a pas vraiment parlé du sort. Sheba fait simplement remarquer que plus l'entraînement est réaliste, plus il est efficace. À l'intérieur, Reggie réalise que le sort enferme son sujet dans une sorte d'illusion. Il cherche une issue, mais il est surpris lorsqu'il voit un endroit de son passé. Il se met à trembler alors que son frère émerge, tenant une certaine épée. Reggie doit se rappeler qu'il s'agit d'une illusion et se dit de ne pas tomber dans le piège. Son frère se demande si Reggie est devenu plus fort et l'attaque immédiatement. Ils s'affrontent à nouveau, et le frère de Reggie lui dit qu'il faudra plus que cette épée pour mettre fin à ses jours. Pendant ce temps, Kishi regarde sa jeune sœur et sa mère arroser des plantes. Sa mère lui demande si elle veut devenir herboriste, mais Kishi dit qu'elle préférerait devenir une espionne comme ses parents. Kishi explique qu'à l'époque, elle pensait que les gentils gagnaient toujours contre les méchants. C'est à ce moment-là que sa mère a été appelée pour le travail. Elle a promis de revenir bientôt, mais c'était la dernière fois que Kishi a vu sa mère. Ses funérailles ont été floues pour Kishi, et il lui a fallu un certain temps pour vraiment réaliser le décès de sa mère. C'est alors que Kishi a commencé à courir plus vite et à devenir plus forte pour devenir un agent. Elle était obsédée car plus elle courait, plus elle se sentait proche de sa mère. Un jour, son père a envoyé une servante l'emmener quelque part. Elle a été emmenée sous l'un des centres de recherche du bureau. Kishi a été horrifié lorsque la servante lui a montré sa mère. La servante a expliqué que ce n'était pas une statue, mais bien elle. Kishi était figé de choc lorsque la servante a lu une lettre envoyée par le père de Kishi. Il s'excusait car il était lié par le secret au nom du bureau. Il a révélé que la mère de Kishi est toujours en vie. Elle était en service lorsqu'elle a été piégée dans la pierre par un sort spectral. Pour empirer les choses, ils n'ont jamais trouvé le mononoke responsable. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour la libérer, mais rien n'a fonctionné. Le père de Kishi espérait qu'elle pourrait lui pardonner, mais il a aussi dit que ce qu'elle choisit de faire ne dépend que d'elle. Kishi dit maintenant à sa mère de tenir bon et jure de la sauver. À ce moment-là, Kishi entend la voix de sa mère, et le sol commence à trembler. Sa mère est terrifiée car elle craint que Kishi ne finisse comme elle si elle n'abandonne pas le métier d'espionne. Sa forme monstrueuse se libère, et Kishi est horrifié. Pendant ce temps, Juro court pour sauver sa vie et se demande ce qu'est cet endroit. Lui et Rago courent comme des idiots sans voir de sortie en vue. De plus, quelque chose les poursuit et se rapproche. Rago sait qu'il s'agit d'une illusion, mais il a un drôle de pressentiment. Il est cependant surpris lorsque Juro dit que tout cela est pénible. Il ne voit pas d'issue, alors ils n'ont pas d'autre choix. Il dit à Rago de se préparer car ils vont devoir combattre cette bête. De retour auprès de Reggie, celui-ci se retrouve à revivre les souvenirs douloureux de sa propre enfance. Lui et son frère jumeau Shinji ont grandi en s'entraînant ensemble sous la direction stricte de leur père. Shinji était l'héritier de la famille, et leur père le félicitait toujours pour sa progression incroyable. Reggie était heureux d'être sa pierre d'achoppement, mais Shinji insista sur le fait qu'ils seraient toujours frères. Il dit à Reggie que s'il échouait un jour, il comptait sur lui pour le soutenir. Reggie explique que Shinji avait toujours une longueur d'avance sur lui, quoi qu'il fasse. Finalement, il cessa d'essayer de le rattraper et accepta une vie dans l'ombre de son frère. Un soir, leur père annonça que le droit de l'épée allait enfin commencer pour Shinji. Ce droit est le test ultime qui établit une personne comme nouveau chef de famille. Il expliqua qu'au fond d'une grotte cachée repose leur précieuse épée familiale, connue sous le nom de Tempête de l'Enfer. Il dit qu'il y a longtemps, cette épée maudite fut possédée par un mononoke. Le test ultime consiste à vaincre l'esprit enfermé dans la lame et à récupérer l'épée. Leur père avertit Shinji que la malveillance scellée dans la lame grandit avec chaque année qui passe. Il dit à son fils de résister à la malédiction de l'épée de toutes ses forces. Shinji était totalement confiant, alors il promit d'exorciser l'esprit et de revenir avec la lame. Reggie dit à son frère d'être prudent, et Shinji entra joyeusement dans la grotte. Comme il l'avait promis, Shinji ne tarda pas, mais quelque chose n'allait terriblement pas. Shinji semblait avoir perdu la raison alors qu'il attaquait tous les membres de leur groupe. Leur père dit à Reggie de fuir car il n'était pas de taille face à Shinji. Avant même qu'il puisse finir son avertissement, Shinji trancha leur propre père. Reggie était horrifié car il réalisa que la tempête de l'enfer avait pris le contrôle de son frère. Shinji parla alors et déclara que Reggie n'était plus de taille face à lui maintenant.
Il dit que c'est exactement pour cela que Reiji doit devenir plus fort et s'entraîner comme si sa vie en dépendait. Shinji voulait qu'il devienne assez fort pour qu'un jour, Reiji puisse mettre fin à sa vie. Reiji remarqua que son frère pleurait, alors il se demanda si Shinji était réellement possédé. Shinji s'éloigna simplement, et Reiji le supplia de savoir pourquoi il était laissé pour compte. Il n'obtint jamais de réponse, et son frère est resté un mystère depuis ce jour. De retour dans l'illusion, les deux frères se battent l'un contre l'autre. Le faux Shinji se moque de Reiji pour être encore bien trop faible. Reiji se rappelle que cette chose n'est rien de plus qu'une figment de son imagination. Il dit qu'affronter une illusion ne l'aidera jamais à comprendre ce que pensait réellement son vrai frère. C'est pourquoi il doit mettre fin à cela maintenant et trouver le vrai Shinji de ses propres yeux. Reiji se rappelle ensuite de la promesse qu'il a faite à Shinji. Lorsque Shinji lui dit qu'il serait toujours frère, Reiji promit de toujours le soutenir. Sa résolution prise, Reiji tranche l'illusion et se libère enfin du sort. Il admet que c'était un rêve qu'il n'oubliera pas, car il l'a aidé à réaliser la vérité. Pendant ce temps, Kishi est confronté à la forme monstrueuse de sa mère, hurlant son nom. La bête est terrifiante, et Kishi fait de son mieux pour esquiver ses attaques. Finalement, Kishi vainc le monstre et laisse un message. Elle dit qu'elle n'est plus cette petite fille, et qu'il faudrait plus qu'une illusion pour la vaincre. Dehors, Sheba est satisfait car Kishi et Reiji se sont libérés de l'illusion en moins de 10 minutes. Il ne reste plus que Jiro et Rogo, alors Anna espère vraiment qu'ils s'en sortiront. Ils ne semblent pas très doués pour ce genre de choses, et leur situation est très particulière. Sheba explique que le pouvoir de Fuyo donne vie aux insécurités émotionnelles et aux traumatismes de ses sujets. Cependant, Jiro et Rago sont spéciaux car ce sont deux âmes différentes fusionnées en un seul corps. Shea ne peut s'empêcher de se demander ce que le sort de Fuyo leur prépare. À l'intérieur de l'illusion, nos héros sont poursuivis par une bête à la fois immense et rapide. Jiro ne peut que se demander ce qu'est cette bête, et il est stupéfait quand elle parle. La bête dit qu'elle va leur apprendre qui elle est, puis elle les avale tout entiers. Dehors, Fuyo panique soudainement car elle a complètement perdu le contrôle du lotus. Elle ne peut pas en être sûre, mais elle croit que Rago est la cause de cela. Elle dit que c'est vraiment grave, car le lotus vise ultimement à détruire les personnes qui sont piégées à l'intérieur. Il utilise leurs propres souvenirs contre eux, et Fuyo ne peut pas intervenir ni arrêter le sort. Les gars devront s'en sortir par eux-mêmes, sinon le lotus les écrasera. De retour dans l'illusion, Jiro et Rago atterrissent dans un endroit étrange qui ressemble à un vieux village. Jiro se demande s'ils sont dans l'estomac du monstre, mais Rago aperçoit l'obsidienne de la mort qui l'a emprisonné. À ce moment, un garçon du village nommé Jérobi vient remercier Maître Rago pour une autre récolte abondante. Le Rago du passé dit au gamin d'arrêter, car il n'a rien fait. Jérobi fait remarquer que les Mononoke attaquaient les villages et mettaient fin à des vies innocentes partout ailleurs. Cependant, aucun d'entre eux ne s'approche jamais de cet endroit, car Rago protège tout le village. Rago insiste sur le fait qu'il aime juste cet endroit, et que les autres Mononoke sont trop lâches pour s'approcher. Jérobi dit que la seule présence de Rago est leur grâce salvatrice en tant que leur divinité locale bien-aimée. Jérobi laisse à Rago des cadeaux dignes d'un chat, et il dit au revoir. Le Rago du présent révèle que ce sont ses souvenirs d'avant son entrée dans l'obsidienne de la mort. C'était l'année 1730, à l'époque où les humains craignaient et vénéraient encore les Mononoke. Juste alors, un Mononoke connu comme le dieu des montagnes sacrées arrive pour saluer Rago. Son nom est Tamagi, et il appelle Rago un vieil ami. Le Rago du présent se fige, car il a définitivement entendu cette voix exacte quelque part auparavant. Il est horrifié en réalisant qu'Amagi était le gars qui parlait à travers la dalle lumineuse dans l'obscurité. Cela signifie qu'Amagi est le meneur du groupe qui a libéré Rago du sanctuaire. Amagi explique au vieux Rago que les humains ont organisé leurs efforts de chasse aux Mononoke. Les dirigeants du Japon soutiennent une force secrète appelée l'Aniwaban, qui tue les Mononoke sur le champ. Cet Aniwaban est en fait le même groupe qui est devenu plus tard le bureau de l'espionnage. Beaucoup d'amis d'Amagi en ont déjà été victimes, alors il veut que Rago se joigne à sa croisade. Il croit que les humains bouleversent l'ordre naturel, et il refuse de laisser faire cela. Un groupe de ses subordonnés apparaît, et il explique ce qu'il fait. Il dit qu'il parcourt les terres, cherchant des Mononoke prêts à se soulever. Il veut que Rago lui prête sa force, mais Rago refuse. Tous les autres Mononoke s'énervent et font remarquer que cela les concerne tous. Rago n'en a que faire, car il déclare qu'il ne s'occupera que de lui-même. Amagi dit calmement qu'il comprend le raisonnement de Rago, mais il fait remarquer que cela fera de Rago son ennemi. Il dit qu'un Mononoke avec le pouvoir de Rago doit maintenant rejoindre les humains ou devenir le chasser. Il déclare qu'un Mononoke comme Rago ne peut être ignoré, alors il donnera à Rago une seconde chance pour réfléchir. Il explique qu'il reviendra demain pour entendre la vraie réponse de Rago, puis il part. Le Rago du présent admet qu'il a sous-estimé l'Aniwaban et qu'il ignorait les véritables ambitions d'Amagi. Le lendemain, Amagi revint pour la réponse de Rago et mentionna avec désinvolture que la nourriture locale est divine. Nos héros sont horrifiés en voyant qu'Amagi a fait quelque chose de terrible. Il parle de déguster les délices du village, et il porte la tête de Jérobi. La rage explosa en Rago,
et il se transforma en sa forme monstrueuse. Il déchaîna toute la puissance de sa force, et cela causa des dégâts insensés. Son attaque vaporisa la moitié du corps d'Amagi, ainsi que la zone environnante. Amagi dit qu'il n'attendait pas moins de Rago, l'étoile noire de la mort. Cependant, cette puissance écrasante qu'il vient de démontrer le surprend même lui. Seul Amagi, Rago et les pouvoirs réprimant l'obsidienne de la mort parvinrent à survivre à l'explosion. Amagi avoue alors que lui et ses camarades ont dévoré chaque dernier villageois. Cependant, Rago vient de vaporiser ses camarades et chaque dernier caillou de ce village. Il fait remarquer que les humains blâmeraient Rago pour tout ce qui est arrivé à ce village. Ils ne lui feront plus jamais confiance, et ils ne le compteront plus jamais comme un allié. Rago était anéanti, car les gens qu'il adorait ont perdu la vie à cause de lui. Amagi dit à Rago de soit mettre fin à sa vie ici même, soit de le rejoindre pour écraser l'Aniwaban. Il fait remarquer que le conflit est inévitable dans les deux cas, alors il dit à Rago qu'il devrait au moins avoir des amis à ses côtés. Rago s'énerve vraiment en pensant à Jirobi. Il déclare qu'il en a assez que tout le monde pense pouvoir lui dire quoi faire. Il décide de ne se ranger d'aucun côté et de s'occuper de ses propres problèmes. C'est alors que Rago s'approcha de l'obsidienne de la mort. Amagi essaya de lui dire de ne pas faire quelque chose qu'il pourrait regretter, mais Rago avait déjà pris sa décision. Il se fusionna dans l'obsidienne de la mort et scella son propre corps pour toujours. Rago explique que c'est ainsi qu'il a assumé ses responsabilités, en refusant de s'allier à l'un ou l'autre camp. Juste alors, Jiro l'interrompt car il n'achète pas du tout ce discours sur la responsabilité. Il détend l'atmosphère en accusant Rago d'essayer juste de faire le cool. Rago est stupéfait de le voir si décontracté à ce sujet, mais Jiro lui dit d'arrêter de paniquer. Il ne peut rien dire sur le vieux Rago, mais Rago n'est plus seul maintenant. Il fait remarquer que c'est un choix que ce Rago a fait le jour même où ils se sont rencontrés. Jiro demande si Rago a pensé aux humains ou aux Mononoke comme alliés ou ennemis en lui sauvant la vie. Grâce aux paroles de Jiro, Rago réalise soudainement à quel point c'est stupide. Il se souvient qu'il a renoncé à prendre parti et qu'il a fusionné avec le petit morveux. Il réalise que rien de tout cela n'a d'importance, et qu'ils doivent simplement avancer ensemble. Juste alors, la bête les interrompt car elle refuse d'accepter ce que Rago est devenu maintenant. Ce monstre est en fait l'incarnation du vieux Rago solitaire qui ne s'alliait à personne. Il croit qu'il peut retourner à son sommeil paisible si nos héros meurent ici. Jiro annonce qu'il n'a aucune intention de mourir, et Rago est totalement d'accord avec lui. Les deux combinent leurs pouvoirs et préparent une attaque. Dehors, Fuyo est frustrée car elle ne peut pas contrôler le lotus. Juste alors, elle sent un danger, et le lotus commence à se fissurer. Sheba ordonne à tout le monde de bouger juste avant que nos héros ne jaillissent du sort avec leur attaque. Tout le monde est stupéfait, et Jiro dit qu'il pensait qu'ils étaient morts. Il s'énerve immédiatement après avoir vu qu'ils ont fini par être les derniers à se libérer. Sheba déclare joyeusement que cette séance d'entraînement a été un succès. Cependant, savoir si c'était un grand succès dépend de ce qu'ils ont vu. Après que nos héros lui aient raconté ce qui s'est passé, Sheba détermine que c'était définitivement un grand succès. Grâce à l'illusion, ils apprennent qu'Amagi est haut placé dans le commandement ennemi. Anna veut signaler cela, mais Sheba dit que ce ne sera pas nécessaire. Une petite carte surprise vient de tomber entre leurs mains, alors il la gardera pour le bon moment. Un peu plus tard, nos héros écoutent un reportage sur un massacre. Des membres humains ont été retrouvés partout, et ce n'est que le dernier cas en date dans une série de crimes de ce genre. Nos héros ne doutent pas une seconde que c'est l'œuvre des Mononoke. Juste à ce moment-là, Juro se demande pourquoi Fuyo est encore là, alors que le test est terminé, et les deux commencent à se disputer. Finalement, Juro lui demande pourquoi les Mononoke doivent manger des humains. Fuyo explique qu'ils peuvent manger d'autres choses aussi, mais rien ne vaut l'énergie vitale que fournissent les humains, c'est la seule chose qui permet vraiment d'augmenter leur puissance. Les Mononoke sont en pleine frénésie en ce moment, et Reggie dit que c'est comme s'ils stockaient leur puissance. Juste alors, des informations de dernière minute révèlent qu'une partie de la ville a été fermée à cause d'un brouillard mystérieux. Ailleurs, Sheba rencontre Kazumi. Elle enquête sur les récents crimes, et Sheba veut qu'elle laisse son équipe participer aussi. Elle refuse, mais Sheba plaide sa cause. Il explique que son équipe a déjà de l'expérience et a montré de bons résultats. Ils sont plus que prêts, et il lui donne la permission de les virer à la seconde où ils feront une erreur. À ce moment-là, Takata appelle Kazumi et l'informe d'une urgence. Dans la ville, les gens paniquent alors qu'un épais brouillard couvre une vaste zone. Nos héros sont arrivés, et Juro ne peut s'empêcher de remarquer le nombre d'agents du bureau présents ici. Ils effacent la mémoire des gens et leur disent que le brouillard n'est pas un gaz toxique. Sheba fait remarquer que les incidents majeurs impliquant des Mononoke ont été rares pendant des décennies. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement plus personne capable de les gérer lorsqu'ils se produisent. Sheba dit à l'équipe que c'est leur jour de chance, car il est temps pour la torche noire d'intervenir. Il briefe ensuite tout le monde sur la situation. Toute la ville de Hirasaka est touchée par le brouillard, et ses routes sont bloquées. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur du brouillard, mais ils savent que les Mononoke sont derrière tout cela. Plusieurs civils sont piégés à l'intérieur et doivent être sauvés. Le brouillard est très dense,
mais l'équipement d'espionnage qu'ils portent les aidera à le traverser. Leurs objectifs sont de secourir les survivants, de dissiper le brouillard et de capturer l'ennemi. Les moyens de communication ordinaires sont inutilisables à l'intérieur, alors Kishi se demande comment ils vont communiquer. Fuyo s'avance pour déclarer que c'est là qu'elle entre en jeu. Elle donne à chacun de ses héros un pétale qui transmet des informations directement à son lotus. C'est une communication sans voix, mais ils doivent manger les pétales. Après les avoir avalés, Sheba dit à ses héros qu'il est temps de commencer la mission. À l'intérieur, une fille sent que quelqu'un est entré dans le brouillard. Un grand type terrifiant nommé Kanawa est à proximité, et nous voyons qu'il dévore des humains. Il est déçu que seulement 3 personnes viennent à eux, et il réalise qu'il n'avait pas besoin d'amener autant de Mononoke. Il demande comment avance leur déjeuner, et un autre Mononoke dit que ça se passe bien. Il s'appelle Rorin, et il a déjà blessé 200 personnes pour qu'il les mange. Le grand type dit qu'ils doivent garder les humains frais, car ils commencent à perdre leur énergie vitale juste après la fin de leur vie. La fille nommée Naroko s'excuse car elle a fait une erreur, ce ne sont pas seulement 3 personnes qui sont entrées dans le brouillard, car il y a aussi un chat avec elle. Kanawa devient très excité, car il sait que ce doit être Rago. Il prévoit de devenir vraiment fou maintenant, mais Rorin lui rappelle que leur chef les a envoyés en mission. Kanawa veut juste savoir où est Rago, mais Naroko s'est endormie. Elle maintient seule cette barrière, et c'est épuisant. Rorin fait remarquer qu'elle n'est pas en danger cependant, car elle a un garde du corps. Kanawa en a assez d'attendre, alors il part chercher Rago. À proximité, nous voyons que nos héros sont entrés dans le brouillard, et la situation est pire qu'ils ne l'avaient imaginé. Les gens ne se réveillent pas, alors Régie détermine qu'ils sont sous une sorte de sort. Ils doivent trouver qui en est responsable, alors ils acceptent de se séparer. Rago se réveille enfin, alors Kishi dit qu'il peut être le radar à Mononoke. Rago détecte 4 énergies spectrales, mais le brouillard rend trop difficile de localiser leur position. Il explique que l'un d'eux lance les sorts sur les humains, et un autre crée le brouillard. Quant aux 2 autres, ils ont le plus d'énergie spectrale de tout le groupe. Nos héros se préparent à se séparer, mais Juro remarque des corbeaux qui parlent. Il va leur parler, et Kishi n'arrive toujours pas à croire que Juro puisse parler aux animaux. Juro explique ensuite aux autres ce que les corbeaux lui ont dit, ils lui ont donné les emplacements exacts des Mononoke, alors Juro dit qu'il serait préférable qu'ils se divisent en 2 groupes. Malheureusement, avant qu'ils puissent se séparer, Kanawa arrive en s'écrasant derrière eux. Il fixe nos héros, mais il s'intéresse vraiment quand il repère Rago. Juro dit aux autres de continuer le plan pendant qu'il reste pour s'occuper du grand type. Kishi dit qu'ils peuvent se battre ensemble, mais Juro fait remarquer que celui-ci en veut à lui et à Rago. Il dit aux autres de partir, alors ils obéissent. Kanawa est impressionné, mais Juro dit qu'il n'est pas là pour bavarder. Ailleurs, Kishi trouve Rorin, et elle exige qu'il brise le sort. Rorin refuse, alors Kishi dit qu'il choisit de mettre fin à sa vie. Pendant ce temps, Régie trouve Naroko et son protecteur. Régie dit qu'ils peuvent vivre s'ils se tiennent tranquilles, mais s'ils résistent, ils auront droit à sa lame. De retour avec notre héros, Kanawa est furieux après avoir été défié par un humain. Il déchaîne une pluie de coups de poing, mais Juro esquive chacun d'eux. Juro pense qu'il avait raison, car ce type n'est que du muscle. Ses attaques sont vraiment grandes, mais aussi très simples. Juro prend son envol, car Kanawa vient de s'ouvrir complètement. Il s'excuse auprès du Mononoke, car il ne retiendra pas ses coups. Juro dit qu'il finira cela d'une seule attaque, et il fait appel à Rago. Ils combinent leurs forces et déchaînent une puissante attaque. Kanawa l'attrape, mais notre héros continue de le repousser. Juro est cependant stupéfait lorsque Kanawa détruit son explosion. Kanawa en a assez, alors il se transforme en une version plus puissante de lui-même. Il choque notre héros en commençant à l'écraser avec le moindre mouvement de son bras. La force pure de Kanawa arrête Juro net, et il lui demande si ça fait mal. Kanawa veut humilier Juro, car il a une sérieuse rancune envers les agents du bureau. Il révèle qu'il était autrefois un dieu démon et qu'il était vénéré. Les humains lui présentaient des offrandes et il lui adressait même des prières. En retour, il protégeait leur terre. Tout était parfait jusqu'à ce que les Aniwaban apparaissent. Les villageois ont conspiré avec eux pour assassiner Kanawa. Kanawa n'a eu d'autre choix que de mettre fin à toute leur vie, et maintenant il déteste la racaille humaine. Il a attendu patiemment que les humains oublient les Mononoke et que les Aniwaban ne deviennent qu'une ombre d'eux-mêmes. Maintenant, le moment est enfin venu pour les Mononoke de reconquérir leur mode de vie. Kanawa déclare que si le pouvoir de Rago est vraiment si faible, alors ils n'ont pas besoin de lui. Il mettra fin à leurs 2 vies, alors il commence à écraser Juro. Pendant ce temps, Rorin dit que tous les humains lui donnent envie de vomir. Il pense qu'ils devraient imiter leurs ancêtres en rampant à 4 pattes. Kishi l'attaque simplement, mais Rorin disparaît. Il lui renvoie une attaque, et elle est stupéfaite quand cela les emmène ailleurs. Rorin explique que tomber de cet endroit lui coûtera la vie. Il révèle que son sort pénètre l'esprit et le psyché. Il dit qu'il a montré à toutes sortes de gens toutes sortes d'illusions, en retour, ils lui ont montré toutes les émotions possibles. Kishi dit que c'est une personne très perturbée, car les humains ne sont pas ses jouets. Rorin déclare qu'elle va jouer avec lui,
qu'elle le veuille ou non. Il commence son attaque, et il dit à Kishi de danser pour lui. Il se demande si elle choisira d'être taillée en pièces ou de tomber vers sa perte. Il est pris au dépourvu lorsque Kishi attrape son arme et le jette hors de la plateforme. Elle est cependant stupéfaite lorsque Rorin lui rappelle que ceci est son illusion. Il fait pousser des ailes et se sauve de la chute. Kishi trouve cela injuste, mais Rorin n'aime pas son attitude. Il dit qu'il va lui faire un cadeau, et il lui donne une jupe. Kishi doit se rappeler de rester calme, sinon elle ne fera que jouer dans ses mains. Elle décide de le laisser penser qu'il contrôle la situation, afin d'avoir le temps de trouver une ouverture. Elle déclare qu'elle en a fini avec ses petits jeux, mais il fait remarquer qu'elle n'a pas le choix. Il est cependant choqué lorsque Kishi disparaît et se retrouve au-dessus de lui. Elle lui tranche une corne et brise l'illusion. Elle fait remarquer que les cornes des mononoques servent de centre de contrôle spectral, en perdre une signifie qu'ils perdent la capacité de contrôler leur sort. Pendant ce temps, Kanawa voit que Juro a réussi à s'échapper de l'écrasement. Juro est maintenant derrière lui, et Kanawa est impressionné de voir qu'il a un autre pouvoir. Même Juro est surpris, et il demande à Rago ce qui se passe. Une obscurité entoure notre héros, mais Rago ne sait pas non plus ce qui se passe. Il dit qu'au moment où il a arraché le gilet de Juro, il a senti un pouvoir bouillonner en lui. Juro se souvient de ce qu'on leur avait dit à propos de leur combinaison, elles ont une sorte de neutraliseur spectral, et Juro se demande si cela a neutralisé le pouvoir de Rago à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, cependant, car Kanawa les attaque. Juro est horrifié, car il n'a plus de temps. Il ne peut que se préparer à l'impact, mais Rago a un plan pour attraper le point de Kanawa. Tout le monde est cependant choqué lorsqu'un pouvoir obscur tranche littéralement Kanawa en deux. Kanawa traite notre héros de monstre, et sa vie prend fin. Juro dit à Rago qu'il est incroyable, mais Rago fait remarquer qu'il essayait juste de bloquer le coup de poing. Il ne peut que se demander comment il est devenu si fort en un seul instant. Après avoir enlevé le gilet, il a senti que quelque chose relâchait son emprise sur lui. Il est stupéfait quand il pense qu'il pourrait devenir plus fort. L'obsidienne de la mort a aspiré une grande partie de son pouvoir, mais les choses sont différentes maintenant, son pouvoir n'est pas seulement de retour, il est plus fort que jamais. Il pense ensuite à la façon dont les mononoques bénéficient de l'énergie vitale des humains. Cela lui fait réaliser quelque chose, et il pense à quel point c'est fou pour un mononoque et un humain de partager un seul corps. Il a fait cela tout ce temps, et il le fait même en ce moment. Il dit qu'il l'a fait sans même s'en rendre compte. Cependant, il sait maintenant qu'il s'est nourri de l'énergie vitale de Juro. À proximité, Reggie donne à son adversaire un dernier avertissement. Il est cependant choqué quand ce type sort juste son épée. La surprise de Reggie se transforme rapidement en horreur lorsqu'il reconnaît l'épée. Le type commence son attaque, et Reggie n'en croit pas ses yeux, car il reconnaît aussi sa voix. C'est son frère, et il dit à Reggie de se préparer. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.